Salut Loïc. Salut Alors, Charles. Ouais. on m'a demandé de faire cette précision parce que j'ai posté récemment concernant le club une évolution sur ses Oui, comptes et en fait on veut que tu confirmes et que tu expliques avec moi pourquoi. Alors ce qui se passe c'est que on a lancé le club ensemble il y a 3 ans je crois ou 2 ans je sais plus. 2 ans, Et hein, ouais, à 2 ans, ouais, peu c'est près. ça. Et donc, tu as fait, je rappelle, d'excellentes performances, 60% 2 ans, 30% la première année, 35% la deuxième année. Mm. Et donc, cette année, on a un afflux de clients, on a 97% de taux de réabonnement. Je rappelle que la plupart des gens s'abonnent et se réabonnent en novembre-décembre. Donc, c'est pour ça qu'on peut affirmer Oui, aujourd'hui qu'en année 3 il y a 87% de taux de réabonnement, ce qui est énorme. Mais le souci, c'est, enfin, un souci, c'est pas un souci, mais il y a 20-25% de nouveaux clients qui sont arrivés. Donc, le club a grossi. Il est en route pour 600 personnes. Et tu as une caractéristique, et on l'a évoqué dans une interview récente où j'ai pris conscience de pourquoi tu avais gagné et réalisé par exemple ces performances de 30% et de 35%. Je le redis pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Tu as une diversification internationale où tu vas chercher sur les marchés mondiaux des opportunités value. Donc tu as en permanence à la fois une diversification des risques et puis un stock renouvelé d'opportunités value à moins 40% par rapport au prix théorique. Alors qu'avant, tu étais cantonné à l'Europe et donc évidemment, c'était beaucoup plus homogène. Et donc, tu mm, avais moins d'opportunités, alors que là, grâce à l'internationalisation des outils, des bases de données, et puis ta curiosité, tu peux chercher des valeurs hétérogènes qui ne sont pas corrélées, ce qui fait qu'en permanence, tu as le mécanisme value qui joue pour toi et qui fait que tu obtiens ces performances. Ça, c'est ce que j'ai compris. La deuxième chose que j'ai compris, et que les gens peut-être ont compris en même temps que moi, c'est qu'en permanence, dans ton portefeuille, on peut l'acheter, le prix n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est qu'une société peut maintenir une décote de 40% tout en montant sur ses cours boursiers, ce qui est assez contre-intuitif. Et donc, un certain nombre de personnes, dont moi, ont pris conscience que les prix d'achat dans ton tableau n'avaient pas d'importance. Ce qui compte, c'est où est-ce qu'on en est dans la décote par rapport à ton oui, entrée. Et effectivement, tu peux traîner une décote sur 1, 2 ans, 3 ans. Donc, tu peux gagner tout en maintenant ton niveau de risque à moins 40, très intéressant. oui. Donc, ça, c'était une deuxième information assez majeure qui a probablement séduit les 150 clients nouveaux qui sont arrivés. Ok. Et la troisième chose que je vais dire, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais si, tu joues sur des valeurs dont la market capitalisation est relativement faible, ce qui fait que les gros joueurs peuvent pas Oui, aller dessus, ce qui fait que c'est cette espèce d'avantage que tu as sur le marché, il est disponible uniquement parce que les valeurs sont petites et donc les gros mm, poissons ne peuvent pas exploiter parce qu'ils ont besoin de faire des lignes d'un montant minimum et sur ces valeurs que tu sélectionnes, la plupart du temps, le volume n'est pas disponible, mais ils ne peuvent pas entrer et sortir. Ce qui m'amène à la mm, vidéo d'aujourd'hui et pour que les gens comprennent, parce que ils ont toujours peur qu'on les arnaque, qu'on fasse du marketing ou des manipulations, et je vois que tu mm. confirmes tout ça, mais ce qui se passe, c'est que tu joues sur les valeurs. Quelle est la market cap en moyenne sur lequel tes valeurs, c'est quoi? Alors, je me suis quand même amélioré un petit peu, enfin amélioré entre guillemets, c'est-à-dire que je peux aller vers des capitalisations un peu plus grosses qu'avant maintenant parce que j'ai élargi mon horizon Oui, d'investissement. Si j'étais que sur la France, mais je devrais chercher une partie des capitalisations à moins de 100 millions, voire même parfois moins de 50 millions, c'est c'est-à-dire des choses exactement ce que je veux que tu minuscules. me dises, mais à Ouais. l'international, parce qu'après, je À vais expliquer aux gens. l'international, aller en général, on va dire de 100 millions de dollars à 1 milliard de dollars. En général, il y a des exceptions, il y a quelques valeurs très minoritaires qui vont être en dessous de 100 millions et d'autres au-dessus d'1 milliard. Ça arrive, mais c'est, on va dire, la cible principale, c'est ça, c'est 100 millions à 1 milliard. C'est un bon compromis, en fait, parce que ça permet quand même d'avoir une liquidité suffisante pour qu'un investisseur individuel rentre dans des conditions correctes, sans faire décaler le cours exagérément. Voilà, et tout en maintenant l'avantage investisseur individuel qu'on a, ce qui fait que les fonds vont pas trop rentrer dessus, quoi. Et en Asie, le- par exemple, quand on va sur des pays d'Asie ou sur d'autres pays émergents, style Pologne, c'est encore plus traditionnel, c'est-à-dire que les investisseurs sur ces marchés, ils délaissent encore plus on va dire les small mid caps que sur des marchés comme le marché français, par exemple, ou Europe de l'Ouest, quoi. Alors, donc, je fais cette vidéo pour Mm. expliquer aux gens qui comprennent par eux-mêmes et qu'il n'y a pas d'embrouille, et après, on va expliquer les conséquences sur l'accès au club. Actuellement, il Oui. y a bientôt 600 clients. On a à la louche 600 clients parce que Mm. là, il y a encore un mec qui vient de m'écrire. Il a 250 000 investis par rapport à tes portefeuilles. Bref, Oui. à la louche, on est sur une base de 30 à 40 millions d'euros via tous ces Mm. clients dans le club.
Donc, s'ils mettent 15 lignes, on est tout de suite sur plusieurs millions d'euros de lignes. Donc, sur Oui. une entreprise qui fait 100 millions de capi, ça fait tout de suite 2 ou 3% du flottant, non, de la capitalisation, sachant que le flottant par moment est beaucoup plus petit. Le flottant, c'est la Mhm. partie, il y a les actionnaires stables long terme et puis il y a Oui. une partie du capital qui s'échange. Prenons typiquement, je sais pas, une petite cape à 200 millions. S'il y a 50 ou Mhm. 60% d'actionnaires à fixe, ça veut dire qu'il reste en disponible en flottant 80 millions. Et quand Ouais. 600 clients du club arrivent et foutent 2-3 millions sur la table, on va commencer à avoir un problème. Donc on a réfléchi, Mhm. on a parlé ensemble et on a dit on va limiter à 1000 personnes l'accès au Mhm. club. Après, on va le fermer tout simplement parce qu'après, il va y avoir des risques d'exécution. Et il Oui. vaut mieux servir 1000 personnes correctement que chercher à gagner de l'argent sur le club. Puis des problèmes d'exécution, du pump and dump et toutes ces conneries qu'on connaît sur Internet parce qu'il Mhm. y a trop de clients, ça fait monter les prix, il y en a qui achètent avant et ça part en couille. Et après, on ruinerait ta réputation qui est excellente au sommet, je pense, de toute ta carrière. Et donc ça, on n'en veut pas. Donc on a décidé qu'on allait fermer le club à 1000 personnes. Donc actuellement, il y en a 600, il reste 400 places. Oui, Mais, puis, oui, attends, excuse-moi, Charles, il y a une vas-y. autre raison aussi. Alors, ça, c'est la raison essentielle, hein, c'est sûr, c'est pour pouvoir continuer à aller sur des small mid caps dans de bonnes conditions. Et puis après, lorsque le nombre devient trop élevé, il y aura un moment où j'arriverai plus à interagir, c'est-à-dire à répondre. Il y a des abonnés qui m'envoient des mails qui ont une demande spécifique parfois, donc j'essaye autant que possible de répondre. Et au-delà d'un certain seuil, je pourrai plus. Donc après, la qualité va se dégrader. Donc autant, Alors je je veux rappelle, garder une bonne qualité de relation, quoi, de bah, pouvoir. je te rappelle, Loïc, qu'on a mis dans ce club, justement, c'est pour ça que Love Séduit, c'est que tous Oui, les 3 mois, les clients posent oui, des questions et en une seule oui, fois, tu fais des réponses trimestrielles à toutes les questions oui. qui sont enregistrées de manière à maintenir le contact avec les clients. Je fais pareil sur Université Investisseur, Mm, même si j'ai pas. Voilà. Je voudrais juste aussi préciser un autre chiffre. En réalité, il y a 1100 clients dans tes lettres, parce qu'il y a des gens qui sont juste intéressés par le PEA, qui veulent rester dans le cadre du PEA. ouais, Il y a des gens qui sont intéressés par la rentabilité, le rendement, en fait, la rente. Et il y a des gens qui veulent bien partir à l'international pour ton portefeuille anti-effondrement, qui ne sont pas du tout mm. intéressés par le PEA ou les autres offres. Donc au final, tu as actuellement 1100 clients qui sont répartis sur tes différents portefeuilles. Mais il est clair qu'à un moment, voilà, il faut... Je pense un petit peu moins parce qu'il doit y avoir des doublons, c'est-à-dire il y a Non, non, des mais je prends en compte les doublons. Ah, ok, Oui. d'accord. Ouais, Non, non, il y a ouais, réellement, j'ai d'accord. vérifié. Avant de te Ouais, parler, ouais, je fais pas le. Parce que je veux ouais. vraiment que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de se foutre de leur gueule par rapport à Oui, ce que je veux dire par rapport à l'offre, mais que on est sérieusement confronté. On va mm, toucher un plafond tôt ou tard. Et il est oui, hors de question qu'on crée des problèmes pour les clients déjà mm, existants. Donc, je t'en ai parlé, tu as validé, je vais l'exprimer mm, parce que t'es moins à l'aise que moi par rapport à ce genre de mm, discours de vendeur, mais c'est un mm, discours de vendeur mm. fondé encore une fois sur des capitalisations, sur de la liquidité. Parce que sinon, notre intérêt, évidemment, ce serait d'accueillir 2000, puis 3000, puis 5000, puis 10 000 Ah ouais, non, personnes et faire plein de pognon. Je veux dire, on ouais, n'est pas en train de baratiner, mais c'est pas mm, possible du fait que ton avantage et que la beauté de tes performances dépendent du petit volume, de quelque oui, part. Donc, on est coincé. Donc, on a décidé qu'on allait fermer à 1000 clients. Donc, comment ça va se passer? En fait, jusqu'à la fin du mois actuellement, on avait dit 15 décembre, mais c'était avant qu'il y ait parce qu'en fait, il y a 25 clients qui arrivent par jour, en fait. Donc, entre la dernière fois où on a fait l'interview mm, aujourd'hui, le problème est apparu qui était pas vraiment visible avant, et là, c'est en train de s'envoler, et donc, à un moment, il faut arrêter, quoi. Ce qui est assez contre-intuitif, mm, encore une fois, pour une entreprise, sachant que je suis côté entrepreneur, et toi, tu es le côté auteur, mm, mais il y a un oui, moment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, actuellement, il y a une offre en cours qu'on va perdurer avec ton accord jusqu'à fin décembre avec le mm, coupon LA20 qui donne 20% d'accès au club. Ok, ça, c'est pas changé. À l'issue, on va fermer le prix du club comme il est actuellement. Chaque client qui est déjà rentré depuis 2, 3 ans et en ce mm, moment va conserver son droit à acheter le club au prix initial, c'est-à-dire depuis 3 ans le même. Euh, mais pour les nouveaux arrivants à partir de 2026, c'est-à-dire je pense qu'il y aura au-delà de 600 clients, on va essayer d'accueillir 400 clients pour voir comment ça se passe et on va monter les prix. Il n'y aura plus jamais le prix d'accès au club qui a actuellement en mm, cours. C'est fini. À la fin du mois, ça s'arrête et ça ne sera plus jamais le cas.
Donc, on va fonctionner avec un prix plus élevé pour les 400 prochains clients. Et au bout de 1000 clients, on va pas fermer le club, mais on va, comment dire, donner accès à 3 fois le prix du club actuellement, c'est-à-dire 1028 euros. Parce qu'il y a une élasticité prix qui est vraiment réelle, c'est-à-dire qu'à 1028 euros, il y aura qu'une minorité de gens qui pourront se payer ça, et c'est notre intérêt de vendre cher à un petit nombre de personnes. Et donc, à chaque fois qu'une personne se désabonnera avec les prix actuels, donc quelque part, elle libérera une place, on rouvrira des places au prix actuel, etc., etc. Donc, chaque client qui va entrer dans le club jusqu'à fin 2025 va être tagué avec un prix initial. Chaque client à partir de 2026 avec le prix supérieur sera tagué. Et puis après, quand on dépassera les 1000, il y aura un troisième prix tagué. Et ce seront des places nominatives. C'est-à-dire que tant que la personne est cliente, elle continue. Il n'y aura pas d'augmentation. Parce que moi, là, généralement, j'ai des offres qui ont été augmentées. Bah, Starlink, par exemple. Starlink m'a vendu. J'ai trois Oui, Starlink, OK? C'est 35 dollars ici, Panama, pour un Starlink mini et c'était 55 dollars pour un Starlink gros. Et là, depuis 3 mois, sans m'avertir, j'ai pas reçu d'email. Maintenant, les prix Starlink, c'est 40 dollars pour le mini et c'est 65 dollars pour le gros. C'est-à-dire que le prix initial n'est pas conservé alors que je faisais partie des premiers clients à Panama. ah Moi, ouais, j'aime pas ce genre de. ouais, Je ouais. suis fanat de Starlink, ça change ma vie, mais j'aime Oui, pas c'est cette sûr. manière de procéder au niveau commercial. Je Mm. veux pas faire ça pour le club. Je veux que les Ouais. gens qui sont arrivés initialement continuent à maintenir leur prix bas parce qu'ils sont arrivés initialement. Je veux récompenser en fait la fidélité et c'est toujours plus difficile de devenir client d'une offre qui est nouvelle. Donc, je veux récompenser la fidélité et puis l'esprit d'aventure des premiers clients. C'est pour ça que je veux que les prix soient fixes et c'est pour ça que les actes d'achat du club seront nominatifs. Et donc, Mm. jusqu'à fin décembre, il n'y a rien qui change, mais je veux juste informer les gens qu'à partir de fin décembre, plus jamais il y aura accès à part des désistements, mais on a vu que les mecs, sans même qu'il y ait cette offre, ils se cramponnent à ton offre, puisqu'ils sont à 97% de taux de réabonnement, donc ils veulent pas le lâcher déjà. Donc il n'y a que 3% des gens, j'imagine, qui ont des motifs sérieux pour abandonner, ou pour partir, parce qu'ils ont autre chose à faire, ou ça les intéresse pas. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà à l'heure actuelle, les gens veulent conserver l'abonnement, mais dans le futur, ça sera 2 fois plus intéressant de le conserver. Ils le conserveront parce que le prix sera beaucoup plus bas Mm. que le coût d'accès pour les nouveaux arrivants dans le club. Et aussi, s'ils y mettent fin, bah, ils perdront leur avantage, bien évidemment, et ils libéreront une place pour une autre personne. Mais voilà à peu près l'esprit. Je voudrais que tu expliques que tu as validé tout ça et que ce n'est pas Oui, oui. juste moi, le méchant petit entrepreneur qui exploite le Loïc. Parce qu'en plus, il y a des gens qui prennent un peu au premier degré mes vannes dans les interviews. Après, Mm. on va revenir sur ce point-là. Mais d'abord, je voudrais que tu expliques aux gens que tu es en accord avec ces principes de favoriser les clients initiaux, de les respecter, de les chouchouter. Là, tu as exprimé que tu voulais maintenir le contact avec les questions-réponses et que tu veux pas te faire embarquer, etc. Je voudrais que tu expliques ta position par rapport à comment on traite les clients, parce que dans l'univers actuel de l'information financière en France, il y a quand même pas mal de maltraitance, pas mal de fausses promesses, pas mal de beaucoup de choses, pas mal de prix très élevés non justifiés. Donc toi, tu as toujours pratiqué des prix très bas. Donc je Ouais. voudrais t'interroger, je voudrais que tu t'exprimes sur pourquoi tu pratiques les prix bas, etc., etc. Oui, oui, bah, bon, déjà, ça, enfin, je le vis du côté client à mon propre niveau parce que, bon, bah, évidemment, j'ai pas mal d'abonnements à différents sites financiers, des screeners, etc. Et bah, c'est pareil, hein, ils ont augmenté, par exemple, Uncle Stock, le prix de l'abonnement a peut-être doublé en 2 ans, mais moi j'ai toujours le prix initial. Et sur Voilà. d'autres sites, c'est pareil. Donc j'ai pas mal d'abonnements où je garde le prix initial parce que j'ai été fidèle, je renouvelle chaque année, ok. Et ouais, bah, c'est très bien que ça puisse se passer comme ça pour le club Tu des te sens respecté investisseurs en aussi. tant que client. Moi Oui, aussi. ouais, ouais, et Le ça me truc donne que, envie, évidemment, ça me motive pour me réabonner, forcément. Parce que, bon, bah ouais, ouais, c'est bien. C'est une bonne pratique, je trouve ça. euh, pas plus que ça à dire. Après, Non, non, t'as rien à après, ajouter? bon, non, je pense que, voilà, bon, je sais pas si on arrivera à 1000, mais enfin, On voilà, va y c'est arriver. vraiment le maximum Oui. possible, à mon avis. Voilà, c'est. Et après, c'est complètement un autre sujet, mais je pense qu'il faudra que je refasse une petite vidéo sur les pages d'accueil des différents portefeuilles, parce que j'ai pas mal de questions répétitives sur comment on entre, comment on achète les actions, etc. Enfin, il y a une sorte de fac à traiter en vidéo, ça, je vais m'y mettre aussi, quoi, parce qu'il y Sinon, a on peut pas le mal faire de nouveaux ensemble sous forme arrivants. d'interview. Ouais, éventuellement, oui, on verra. Mais Tu il me donnes les faut, voilà, questions des clients et c'est j'anime ça. et on Ouais, présente et on fait les réponses. Tu me donnes ouais, les questions des ouais, clients? ouais.
Ok. Aujourd'hui, je pense que pour les gens, c'est plus facile d'avoir une interaction qu'un Ouais. long monologue un peu théorique. Il y a vraiment un Ouais, ouais, shift, ouais. un changement de la manière dont on consomme les Mm. informations. Et, mais même moi, j'avoue, j'aime bien les podcasts et le mec qui pose. J'aime bien Mm. les interactions en fait. Donc, si tu veux, tu m'envoies les questions des Ouais. clients et puis on fait une. Je te pose Mm. des questions. Je me mets à la place des clients, je te pose des questions et Ouais. on fait un FAQ. Ouais, 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 c'est ça. On va faire une fac d'accueil pour tous les nouveaux arrivants. Alors, il y a des trucs bêtes, hein, mais euh, c'est souvent par manque d'expérience des valeurs peu liquides. Il y en a qui vont passer systématiquement des ordres au prix du marché parce qu'ils n'ont absolument pas l'habitude de faire autrement. Et dès qu'on est sur un marché étranger avec des small mid caps, en fait, il faut passer des ordres à cours limité. C'est systématique. Mais ça, c'est le genre de truc bête, très très simple, mais qui est Mais ouais, important. on fera ça là, Ouais, au courant du mois, on fera ça. ouais, ouais. Moi, j'ai un deuxième point à voir. Euh, il est vrai que, on va dire que j'ai une communication, comme ils disent, polarisante et atypique. Et donc, certaines personnes se demandent comment tu vis dans mes interviews, que je te fasse chier avec le fait que tu vas faire un enfant alors que c'est pas vrai, que plein de trucs, je te fais des trucs de sexe lourd alors que t'as un mec tranquille, etc., que je te parle de pute alors que franchement, jamais tu dirais ce mot-là. Et voilà. Et donc, je voudrais juste préciser qu'à l'issue, d'abord, c'est parce qu'on s'amuse qu'il faut faire la part des choses. Et je voudrais juste qu'on raconte ce qui s'est passé après, par exemple, la dernière interview, où on fait des sessions de travail et on partage des choses plus que sérieuses. Je voudrais que tu leur confirmes. Non, mais je vais raconter ce qui s'est passé, ok? Je vais carrément raconter la dernière fois qu'on s'est fait interview. Après, on a raccroché Ouais, l'interview et puis on a parlé de nos modèles. Enfin, je veux dire, dans la vie d'un homme, il y a deux, trois trucs qu'on partage jamais, quoi qu'il arrive. On partage pas le cul de sa femme la plupart du temps quand on est normal. On partage pas ses modèles financiers. Ces stratégies de bourse, on ouais, les partage pas. C'est quand même des choses qui sont assez précieuses et voilà. Et donc, on était sur le stock, je sais plus pourquoi on y a été, et puis tu m'as montré un screener, et puis un autre, tes screener value, et puis tu avais un screener qui marchait particulièrement bien, qui était un screener de grosse, donc moi, de croissance. Donc moi, je t'étonnais parce que la ouais. croissance, c'est mon truc et c'est pas ton truc. Et il était numéro un, il faisait 28%, je crois, de gain, c'était pour ton screener numéro un. Tu m'as tout montré. euh, En toute transparence. Donc, si vraiment mes remarques euh, décalées te blessaient ou que tu n'avais pas confiance ou que tu étais indisposé, je pense pas que tu m'aurais montré tout. Et tu as même lancé un screener en temps réel et on va raconter ce qui s'est passé parce que c'est lourd de leçons, riche d'enseignements pour tout le Mm, monde. Tu as même lancé un screener avec des règles, etc. On l'a fait ensemble, on l'a partagé. Une mm. dernière fois, je t'avais montré mes outils à moi sur TradingView. Oui, Tous mes bah oui, outils oui, c'est vrai. de Oui, global. Hein? ouais, Ça ouais, t'avait tout à marqué aussi. fait. Bah, Ouais, ouais, on se marque mutuellement, donc on fait des sessions de ouais. travail en dehors, ce qui Mm, n'ont rien à voir avec la manière dont on interagit dans la vidéo publique. Donc je suis désolé si certaines personnes n'arrivent pas à faire la différence, mais je vois que les gens, quand je t'ai parlé de mes global macro, on a vu tes yeux qui se sont allumés parce que pour toi c'était un truc nouveau et donc je t'ai partagé mm, des trucs qu'on voit rarement. Et donc tu as partagé tes trucs à la dernière fois que je vois rarement également. Et alors là où c'est intéressant, euh, c'est que quand j'ai vu ton growth et tes critères, c'est quand même ce que je fais mm, depuis 32 ans, l'accélération du momentum, c'est ma cam, et je sais que c'est pas ta cam. mm. Et quand j'ai vu les paires, je me suis dit, bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Et immédiatement, je t'ai dit, mais où est-ce que tu screens? Tu dois pas screener sur les marchés américains. Donc, tu as ouvert, effectivement, tu avais toutes les places du monde sélectionnées, sauf les États-Unis. Donc, tu as Pas toutes, décé... mais oui, il y avait Ouais. toute l'Europe, certaines places asiatiques, l'Australie, On bon, avait mais ouais. 17, je crois, un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. Et donc, tu as tout désélectionné et tu as dit, attends, Charles, on va regarder ce que ça donne sur les marchés américains. Parce que moi, j'ai eu ton Mm, screener, je me dis, no way, ça mm, marche, ce truc-là, ça peut pas fonctionner. Parce que... Et donc, tu as ouais. enclenché les États-Unis, NYSE et Nasdaq, tu as fait ton screener qui est sorti très bas de gamme à 10% au lieu des Oui, 28. ouais, Et ouais. donc, non seulement je profite de cette vidéo pour montrer que nous avons autre chose comme lien que les conneries que je peux raconter en public, mais deuxièmement, via cette séance de travail, on a pu comprendre qu'il y a des marchés actions, parce que moi j'y réfléchis à Mm, ça, il y a des marchés actions qui créent de la valeur, probablement via les mécanismes du buyback, c'est-à-dire du rachat de ses mm, propres actions avec endettement pour réduire le résultat fiscal, plutôt que d'investir dans de nouvelles usines ou que de distribuer ça en dividendes. Et le buyback, c'est la marque des marchés américains et indiens, et ça déforme les cours, ça provoque des comportements mm. boursiers
que sur les places que tu traites toi en value, où il n'y a pas ces mécanismes de buyback aussi importants, les cours ont une autre forme. Et souviens-toi ce que je t'ai dit après, je m'en suis souvenu, je t'avais dit, j'ai regardé tes valeurs de rendement, je les déteste. Tu te souviens de ça? Oui, oui, Ça t'avait surpris. oui. Pourquoi? Parce que je suis habitué au marché américain, qui sont des marchés de création de valeur via des mécanismes autres qu'économiques, des mécanismes quelque part fiscaux. Et, et quand tu as fait ce screening qui explosait sur 17 marchés internationaux et qui foirait complet sur les marchés américains, je me suis dit, putain, mais on est complètement complémentaires, on est complètement opposés. Tu fous jamais les pieds sur le marché américain. Pourquoi je suis sur le marché américain? Maintenant, je sais pourquoi. Parce que, parce que mes stratégies de momentum, elles ne peuvent fonctionner qu'en Inde et aux États-Unis, elles ne peuvent pas fonctionner ailleurs. Moi, je suis sûr que si je me lançais mes stratégies, mes modèles sur les 17 marchés que toi, ils nourrissent et qui permettent de te faire 30 ou 35% par an sur le club, bah, je suis sûr que ça foirerait de la même manière que ton screener a foiré sur le marché américain. Et je me suis dit, c'est là où je veux en venir, c'est là où j'explique tout ça, je prends mon temps, mais parce que c'est une leçon très importante, c'est que la diversification aujourd'hui mondiale, elle est quasi inexistante. Le bêta, il est mondial, c'est extrêmement dur d'arriver à trouver une diversification solide. Les actifs, ils bougent tous ensemble, il y a des mouvements de politique monétaire, il y a quelques rares situations, voilà, locales et franchement pas durables. Mais là, je me suis dit, en regardant ce qui s'est passé lors de notre dernier entretien, on a une vraie diversification durable en fait. Parce que durablement, je suis sur le momentum en accélération, durablement, tu es en value, t'as Ouais. rien à foutre sur et durablement, on obtient chacun de notre côté 20-30% par an. Et ces deux perfs n'ont absolument rien à voir. Elles sont statistiquement complètement décorrélées. C'est ça qui m'intéresse de donner un totin, et ça a été une grande leçon pour moi. Même si j'ai encore dit que tu allais faire un enfant et tout un tas de conneries à côté, au final, on a quand même fait une excellente séance de recherche qu'on peut partager, qui permet de mieux comprendre une ventilation. Parce que le risque, c'est tout sur les marchés. Gérer le risque, la perte, etc., c'est une partie fondamentale du succès ou de l'échec de l'investissement. Et là, on a mis en plein dans le mille sur si les gens veulent se diversifier, on ne diversifie pas la France avec la Pologne ou Singapour. On diversifie la France value avec du momentum américain. Voilà, on a une réponse quand même beaucoup plus précise à apporter. Ouais, et puis il faut diversifier, oui, on diversifie c'est diversifier les stratégies plutôt que les pays ou un nombre d'actions, ça c'est clair. Voilà, il y a les actifs anti-inflation, il y a les stratégies croissance, il y a les stratégies value, Ouais, mais regarde, tu c'est- fais ta stratégie value aux US, oui, tu peux pas. ça marche pas. Elle est J'ai neutralisée. essayé, oui, Ouais, oui, oui, c'est tout ça que à je veux fait. montrer dans cette vidéo. Ben, ça c'est clair. Les marchés chers, une action décotée sur un marché aussi cher que les USA, c'est qu'en général, elle va être décotée pour de bonnes raisons, quoi. C'est-à-dire si elle a des ratios vraiment Ouais, bas, c'est qu'il y a un problème derrière. Alors il y a que un problème. quand tu vas, ouais, il y a un truc caché, il y a quelque chose qui est présent qui fait que ça va pas fonctionner, quoi. C'est très important Alors, ce que tu viens de dire ouais, à nouveau. C'est-à-dire que dans la value, le trap value, en fait, c'est quand l'entreprise, elle était value, mais elle était value pour de bonnes raisons, sauf que ces informations étaient cachées. Et ouais, ce que le mécanisme que tu exprimes, que j'ai mis en place d'ailleurs pour mes stratégies d'options, alors, moi je fais pas de la value comme toi, et j'ai bien l'intention, là ce mm, mois-ci, on se retrouve un créneau pour faire une vraie. On va ouvrir donc le ouais, stock et on se fait une vraie vidéo value. ouais, ouais, Avec genre un deep expert value, tu vas mm, montrer les actions qui sortent avec du cash. Je voudrais vraiment montrer mm, comment ouais, ça marche. Mais, mais aux États-Unis, effectivement, parce que tu as le trap value, mais la plupart du temps, le mécanisme value, bah, la décote se corrige, l'action remonte, et c'est comme ça que oui, tu vis depuis 25 ans sur les marchés, c'est-à-dire que tu as le mécanisme de rattrapage, il y a eu un excès mm, émotionnel, un excès de pessimisme. Et puis finalement, bah, ça se confirme pas, la boîte est toujours bonne, elle a progressé, puis petit à petit, ça se résorbe et tu fais ton argent comme ça avec des belles plus-values, apparemment 100-200%. Mais il y a la trap value. Et aux US, la trap value, elle est réelle, contrairement. ouais, C'est-à-dire que tu as beaucoup de trap value et pas beaucoup de value qui se résorbent, alors que dans le reste du monde, puisque le mécanisme de valorisation des marchés est différent à cause de la fiscalité, tu as oui. beaucoup de réservation, comment on dit, résorbation, je sais pas si c'est français, ça. Alors, résorption, De de quoi résorption de. de value Ouais. et peu de trap value. C'est ça, le truc. Oui, bah, je pense il y a la fiscalité, puis aussi il y a
le fait que les États-Unis sont quand même exceptionnellement innovants, donc naturellement, ils sont plus tournés vers la croissance. Que tu vas sur un pays comme, je sais pas, comme Singapour ou la Pologne, bon, c'est innovant, mais c'est quand même, c'est pas le niveau d'innovation qu'on trouve aux États-Unis, donc ils vont plus être orientés sur la value, c'est normal. Alors C'est, c'est autre chose. Les marchés américains, effectivement, c'est pas que de la fiscalité, parce que c'était ouais, mesuré. C'est également un attrait du grand capital international. C'est-à-dire que, oui, pour résumer, ça va être encore excessif ce que je veux dire, mais c'est la stricte vérité. Allez, sur 200 pays dans le monde, il y en a 190, les élites locales rasent littéralement le peuple, c'est-à-dire extraient via des impôts, des taxes, des machins, tout ce qu'ils veulent, moyennant des promesses de dépenses publiques qui n'arrivent jamais. Grosso modo, probablement la moitié de l'argent est détourné par ces élites. Et les élites, c'est donc dans ces 180 pays, ont une caractéristique, c'est qu'elles ne maintiennent pas le fric qu'elles volent au peuple dans le pays. Pourquoi? Parce que souvent, il y a le banque centrale qui chie de la merde, la devise est pourrave, et donc la devise ne se prête pas au storage de value long terme. Et donc, ce qui se passe, c'est que généralement, les élites mondiales qui volent, encore une fois, les peuples, c'est de l'argent sale, réinvestissent aux États-Unis. Ils ont chiffré les entrées de capitaux internationaux sur les marchés américains, c'est 18 trillions. 18 trillions, ça représente 6 fois le PIB de la France. C'est le montant qui a été investi du monde, en fait. Et bon, on sait que 99% de la population a rien sur cette planète. Donc, c'est pas le peuple des 190 pays du monde qui a fait ça. Ce sont encore une fois de l'argent qui est détourné. 18 trillions sont entre aux US. Et donc, il y a d'un côté le phénomène de fiscalité aux États-Unis qui déforme les cours. Mais de l'autre, il y a cette arrivée massive de capitaux perpétuels qui vient se parquer aux US qui fait que les mécanismes boursiers, les prix boursiers en fait sont déformés à la hausse en permanence par cette demande en fait mondiale pour des actifs libellés en dollars dans un pays safe. Et donc effectivement, je me suis aperçu en t'écoutant la dernière fois et j'ai pas mal réfléchi, mais mes stratégies ne font qu'exploiter ça et ne sont pas mondiales, elles sont vraiment localisées en ouais. dollars et aux États-Unis pour ces raisons. Mais alors après, c'est aussi, quand même, faut être conscient, c'est pas une constante, hein, il y a des cycles. Parce que là, on a l'impression que c'est une constante parce que les Ça fait 15 États-Unis, ans? ça fait 15 ans, mais c'est pas beaucoup, 15 ans, en Non. fait. Il y a déjà eu ça dans le passé et il y a des phases de 10-15 ans où les États-Unis sous-performent les autres. Parce qu'il y a l'inflation. En fait, Parce par qu'il y exemple, en a, il y a 1965, ils ont topé, il y avait ça, il y a eu ça. En oui, fait, il y a eu ça avant la crise de 29, c'est-à-dire que les mm, banques centrales en 1927, je ne sais plus quelle décision elles ont prise, et tout le fric européen est parti aux États-Unis. Donc, il y a eu ce mécanisme momentum que je connais particulièrement bien, et ça s'est craché parce qu'il y a trop de fric qui est rentré par rapport à l'offre disponible d'actions. Et tu as la même chose en 1965, ça a topé. Et après, donc en 29, après, ça aboutit à la déflation, et en 65, après, mm, ça aboutit à une crise d'hyperinflation. Donc oui, oui, c'est les marchés américains, c'est pas le. On est bien d'accord que il y a besoin euh, d'un ah, alignement pardon. des dieux, quoi, pour que ça soit bien, et cet alignement Ouais. peut s'arrêter. On est bien d'accord. Et je pense qu'il va s'arrêter d'ailleurs avec la. Je pense que Oui. Trump va tout faire pour réinflater, et je pense que la prochaine décennie sur les marchés américains va pas être belle. Normalement, non, parce que pour moi, on est proche de la situation de 2000. Alors, je pense plus à 2000, parce qu'en 2000, tout s'était inversé. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est après la crise de 2000 que les États-Unis ont sous-performé et que tu as eu les émergents, la value, les matières premières Oui, qui ont cartonné oui. pendant 7-10 ans. Alors, Oui, mais moi, regarde, sur mes le Liquide, modèles, je te ouais, coupe, mais on trouve les ouais, caractéristiques en l'an 2000, c'est-à-dire que la Chine s'est hyper industrialisée entre 2000 et 2010, elle a fait exploser tout le prix oui, des matières premières, et on sait que les États-Unis, c'est l'inflation et la bourse américaine, c'est vraiment ouais, pas bon, il faut fuir, mais qu'est-ce que j'ai prévu bah, dans les investisseurs? J'ai une mm, stratégie qui est déjà prête, justement. Il y a un moment, ouais, les États-Unis, c'est tout bien comme il faut, sauf la déflation, mais la déflation, c'est jamais bien pour personne. mm. Et quand il y a de l'inflation, il faut basculer sur les matières premières. Je Alors, voudrais faire juste, et après je te donne la parole, je voudrais ouais, juste préciser les inflows, donc les entrées de capitaux ouais, sur les 110 ETF américains de matières premières. mm, Les inflows, donc les acheteurs, les investisseurs sont en train d'acheter massivement. Mais alors quand je dis massif, c'est le ouais. plus gros inflow sur toutes les stats disponibles sur les ETF matières premières. Je pense que tout le monde est d'accord pour, au moins dans la finance, pour comprendre qu'il va y avoir
une nouvelle crise inflationniste, que les actions américaines vont dégueuler en valeur réelle, mais tu as toujours la porte de sortie sur le marché américain des matières premières. Oui. Ouais, ça. Bon, moi, alors, tu vois, dans mes modèles de prévision de crise, etc., j'ai- je les ai établis sur bon, allez, une durée de l'ordre de 70 ans, avec une hypothèse de départ qui est en train de devenir fausse aujourd'hui, qui est qu'on est dans un contexte de paix, qu'on regarde seulement les indicateurs macroéconomiques. Et j'avais pas pris en compte un problème, c'est la guerre. Et je suis en train de me rendre compte maintenant que il faut que je suis en train de le faire, hein, il faut que j'intègre ça dans mes modèles de prévision. Donc, en fait, faut aller plus loin. Il faut aller sur le 19e siècle, début du 20e siècle, voir ce qui se passe lorsque des pays entrent en situation de guerre. Et parce que c'est une chose probable, pour moi maintenant, assez probable, que le conflit Russie-Ukraine s'étende à l'OTAN, que la Chine envahisse Taïwan, des choses comme ça. Et donc, ça va créer des choses qu'on n'a pas vues ni en 2008, ni en 2000, ni dans la décennie 70, etc. Mais bon, c'est quand même largement inflationniste, ça rejoint ce que tu dis. Et après, alors, j'ai regardé la réaction des marchés au moment où les pays entrent en guerre. C'est pas si dramatique. Non, En fait, c'est pas un crash. Il y a une baisse. C'est un peu un style Covid, c'est-à-dire choc externe, choc exogène. Ça baisse rapidement et fort pendant quelques mois, mais derrière, ça rebondit assez vite si on sait être sur les bons secteurs. Donc, faut pas non plus s'affoler de l'éventualité d'extension de conflits si on est placé sur les bonnes classes d'actifs, quoi. ouais, en fait, si je traduis ce que tu es en train de dire, parce que c'est vraiment mon opinion pour les 10 prochaines années sur le marché américain, Ouais. je pense que les investisseurs ne doivent... On est en fin de cycle des indices comme le SP 500 ou le Nasdaq. C'est la fin, c'est l'âge d'or qui prend fin ou qui Oui, va prendre fin. Mais il y a des indices sectoriels très forts aux États-Unis. On sait par exemple l'indice des producteurs d'énergie et de gaz sont au plus bas. mm, Ça y merdouille en termes comment, de poids dans la oui, capitalisation totale du oui, oui, SP 500. tout à fait. On a rarement été Mm, aussi bas. Euh, mais également, il y a de l'argent. Donc, il y a demain, en fait, aujourd'hui, la rotation sectorielle est inutile parce que les marchés américains ont tellement créé de valeur depuis 15 ans qu'au final, quand tu gagnes sans rien branler 15, je crois que le Nasdaq carbure à 19%, allez, 20% de gains par an depuis ouais, 2009. Donc, en tant qu'investisseur, pour ton patrimoine, 20%, ça suffit en aveugle sur le Nasdaq. Donc, depuis 15 ans, c'est vrai que la paresse était récompensée. Il suffisait d'acheter le Nasdaq. oui, J'ai fait des dizaines de vidéos depuis 7 ou 8 ans pour alerter sur cette aberration de cette volonté de gérer alors que le Nasdaq fait le job tout seul. Je pense que ça va prendre fin et que demain, oui, par exemple, le cap ratio à 10 ans, il est au plus haut, il t'indique qu'il y a ouais, ouais, 0% de probabilité, il y a 0% d'espoir de gain à horizon 10 ans sur les indices oui. boursiers, si on se réfère au passé historique. Euh, je pense que demain, la paresse, c'est fini, il va falloir être intelligent vis-à-vis de la rotation sectorielle. C'est-à-dire que les marchés américains, il y aura des poches, parce que c'est une économie géante, Oui, 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 c'est des marchés financiers géants, c'est-à-dire qu'ils représentent maintenant 150 ou 200% du PIB américain, justement parce qu'il y a tout l'argent volé à l'échelle mondiale qui est dedans, donc c'est juste devenu monstrueux ce marché. Il fait 70 de capi alors que l'économie américaine en fait 30, donc 30 trillions, on parle 70 de trillions de capi, donc, ou 55, 60, je sais plus, on a 60 trillions de capi. Mais demain, l'intelligence du secteur va compter plus que depuis mm. 15 ans, juste l'indice de la Bourse générale qui indique la progression. Demain, les disparités sectorielles, à mon avis, vont exploser. Bah, Demain, ça s'est vu en 2000. Hein, bon, en 2008, tout est tombé en même temps, mais là, je pense pas du tout qu'on est dans une config à la 2008. Mais en 2000, tu regardes l'indice des promoteurs immobiliers et l'indice des mines d'or sur le marché américain, et ce sont deux secteurs qui ont cartonné, mais de façon impressionnante. Et je dis pas du tout qu'ils vont cartonner cette fois, mais c'est juste pour dire que, effectivement, en 2001-2002, il y a eu des secteurs qui ont beaucoup monté alors que le marché général se crachait complètement. Donc c'était très hétérogène, ça devrait être hétérogène là aussi. ouais, il y a, moi, je sais que dans l'université investisseur, il y a un truc dont je suis Ouais. sûr, c'est l'électricité.
parce que Ouais. c'est un problème gigantissime avec l'intelligence artificielle. Donc ça, je doute que ça crache. Déjà pendant le marché baissier de 2022, on a quand même fait -30. Ça n'a pas moufté. Et il y a un tel, il chiffre à 4 5 ans avant que les capacités de production électrique. Ah, Mm. capacité de production électrique, ça ne veut pas dire produire l'énergie, ça veut dire également le réseau, ça veut dire la distribution, ça veut dire tout le secteur est complètement vrillé. Et donc, il y a des secteurs, il y a des trucs aux États-Unis, franchement, regarde, il y a les drones, il y a l'ordinateur Ouais. quantum, il y a un certain nombre de thèmes qui sont, qui sont un peu voués à pas se péter la gueule, quoi. Je veux dire, c'est compliqué de. Ah, ça, L'armement, il faut voir les. Oui, mais alors, mais l'armement, le problème, c'est que tout le monde est au courant, quoi. Donc les valorisations sont chères. c'est pire que Alors, ça, Loïc. ouais, Ok, tu veux que je te dise? ouais, On est d'accord que je suis plutôt très détendu du slip par rapport à la capacité bénéficiaire, la valeur des boîtes en bourse, etc. ouais, L'armement, j'ai peur. Même ouais, moi, après 30 ans ouais, de ouais. momentum, Ah il me oui, coûte les jetons. C'est ouais, n'importe quoi. C'est l'an 2000, c'est l'an 2000 ouais. avec Internet, l'armement actuellement. Ouais. Bah oui, c'est sûr, ça, les thèmes comme de ce type-là sont. T'as ça. En ce moment, t'as l'argent, là, les mines d'argent, depuis quelques semaines, là, tout le monde se rue dessus. Donc, ouais, faut éviter d'aller sur des thèmes trop populaires, hein, ça, c'est sûr. Mais alors Ouais, qu'il y a. Si on part dans une situation de conflit militaire, il y aura des tas de secteurs qui en profiteront indirectement. bah, Tu as toute l'industrie. l'industrie manufacturière qui n'est pas spécifiquement armement, mais la métallurgie, des trucs comme ça qui sont ignorés pour l'instant. Ouais, ça, ils en profiteront. Le- Fort, regarde, les- fort pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis un effort de guerre monstrueux, ils ont explosé avec la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi un. Ah, attends, qu'est-ce que. Quand j'étudiais les guerres, en fait, il y a une caractéristique financière, c'est que la dette sur PIB explose. Oui, ah oui, oui, Explose. ça c'est sûr. C'est Mm. les pics de dette sur PIB, Mm. c'est pendant les guerres, en fait. Oui, Déjà que là, on est super à l'arrache. oui, c'est ça qui fait qu'on est vraiment dans une situation spéciale parce que j'ai pas retrouvé beaucoup de cas de figure de ce genre. Avant, bah, comme tu dis, les guerres faisaient exploser le ratio dette sur PIB, mais avant l'entrée en guerre, il était à peu près normal. Là, il est déjà pas normal, donc Ouais. ça va exploser d'une façon assez Moi, impressionnante, ça, c'est sûr. intuitivement, Mm. ça vaut rien du tout, hein. C'est comme ça, j'avoue. Je pense pas qu'il y aura de guerre. Par contre, je pense qu'il va y avoir une inflation d'une manière ou d'une autre. Je crois au reboot Ah, monétaire. Ils ont besoin de changer les monnaies. soit il y a la version soft, c'est juste une guerre froide comme on a Oui, eu. une proxy, oui. Ah oui, ça oui, bien Ouais, sûr. Je parle pas guerre du. froide, On guerre par parle. proxy, mais qui Oui, oui. s'intensifierait. Mais c'est quand même, ça a un peu les mêmes résultats qu'une guerre adouci. Ça fait quand même monter la dette sur PIB, ça fait quand même, c'est Oui. favorable pour Oui, oui. l'industrie, Non, mais pour ok, les on est matières d'accord. premières, tout ça. Mais la probabilité d'extension du conflit Russie-Ukraine, pour moi, elle est élevée quand même. Chine-Taïwan aussi éventuellement, surtout si la Chine est en difficulté financière avec son endettement élevé ou quoi, bon, bah, les guerres, ça peut être un moyen de fédérer la population, quoi, derrière un régime quand le régime en a besoin. Et Je vais pas. Personnellement, je vais pas m'occuper de la guerre, mais je vais m'occuper de l'inflation qui me paraît garantie. oui, mais voilà, ça rejoint, les deux se rejoignent de toute façon. Qu'il y ait Peut-être guerre que ou la pas guerre guerre. sera utilisée pour stimuler l'inflation. Pour l'instant, Ouais, pourquoi la guerre me paraît pas être probable par rapport à leur volonté de faire l'inflation parce que ils annoncent vouloir distribuer de l'argent dans la poche des consommateurs aux États-Unis, au Japon. J'imagine oui, qu'ils vont trouver un moyen de distribuer ailleurs, peut-être en Chine d'ailleurs. Si franchement la Chine arrive et met sur la table l'idée de distribuer du pognon directement aux ouais, Chinois, la guerre pour moi c'est pas leur thème. La thème c'est l'inflation, ils veulent réinflater. Euh, la Fed normalement devrait annoncer mercredi, ils vont racheter, le QE redémarre avec 45 milliards par mois. oui, 25 milliards 45 milliards qui achètent les T-bills et non pas des T-bonds. Et généralement, dans le passé, quand la Fed réaugmente la part des T-bills dans la manière dont ils se fournissent de l'argent pour le gouvernement américain pour ses dépenses publiques, c'est quasi systématiquement les phases où c'est inflationniste en train de pousser ouais. l'inflation. J'ai pas bien compris le mécanisme.
Euh, j'ai pas compris en fait, franchement, la relation entre le fait que la part des T-bills augmente dans l'endettement américain par rapport aux T-bonds et que ça soit inflationniste. En tous les cas, c'est en train d'être annoncé. Il y a un mec qui a ouvert sa gueule, un gouverneur qui a ouvert sa gueule ce soir et qui va, normalement, il dit que mercredi, il y aura une annonce. Il y aura 45 milliards d'achats de T-bills, dont 25 milliards, je crois qu'ils vont switcher les MBS. C'est pour ça qu'il faut se méfier de l'immobilier américain parce que, a priori, ils vont sortir les MBS du bilan de la Fed. Donc, c'est la D'accord. dette immobilière, en fait. Oui, Et ils oui. vont switcher vers du T-bills, donc de la dette court terme. Et surtout, on redémarre en phase de QE, c'est-à-dire qu'ils vont réinjecter de l'argent. Mm. J'imagine que nos amis des cryptos doivent saliver d'avance, parce que le BTC n'est pas très joli. Et donc là, 45 milliards, c'est correct. Donc, ils vont réaugmenter, j'imagine, à côté du bilan de la Fed, ils vont probablement réaugmenter la M2, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'excès de liquidité actuellement aux US. C'est-à-dire, si on prend le PIB, la Non. croissance de l'inflation et qu'on déflate tout ça, la M2 est plutôt très sage depuis 5 ans, depuis le Covid. Je surveille tous les mois les chiffres. Je ne serais pas surpris que plutôt que faire la guerre, ils augmentent la M2 en excès, qu'ils achètent l'anti-bills, qu'ils augmentent la balance sheet de la Fed et que c'est reparti pour un tour. Trump arrive, il baisse les taux. Et ça expliquerait les énormes souscriptions, je le répète, qu'il y a dans les ETF américains sur les matières premières. Ce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que les matières premières, surtout sur les ETF, ce sont des échéances trimestrielles et tous les 3 mois, en fait, on a des déports ou des reports et on peut avoir des écarts de 10-20%. Alors, le mot technique, c'est backwardation ou je sais plus trop quoi dans l'autre sens. Contango. Hein, Contango dans l'autre. contango ou backwardation, Ouais. on s'en fout. Ouais. Mais concrètement, Mm. détenir des matières premières coûte très cher. Contrairement Alors, au... ouais, ouais, il y a une précision à amener hein, sur ce sujet, parce que j'ai eu des mails hein, d'abonnés. Si on est sur des ETF physiques, c'est bon. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur les futurs ETF or physique, ETF uranium physique, etc. Ils ont du métal qui stocke dans des coffres. Là, tout va bien. Par contre, ETF soja, où on ne le Voilà. garde pas, c'est exactement ce que tu dis. Il y a les roulements d'échéances de futurs qui se produisent et il y a une érosion de valeur temps qui est assez sévère. Donc, c'est jamais un placement de long terme, ça. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Donc, Ouais. je reviens à mon histoire. Il y a Ouais. une énorme souscription sur ces ETF qu'on sait qu'ils ne peuvent pas garder parce que c'est Oui. sévère, comme tu dis, ces écarts. C'est Mm. donc c'est un placement dangereux. C'est comme acheter une option, en fait. C'est vraiment un placement Ouais. fondant. Oui. Et le fait qu'ils rentrent montre, à mon avis, qu'ils vont pas attendre de se lancer dans une guerre pour créer de l'inflation. Ils vont d'abord créer Ouais. l'inflation parce que sinon, il n'y aurait pas autant de fric du grand capital. Parce que c'est pas les particuliers qui achètent les ETF de matières premières. Je veux dire, c'est quelque chose de spécifique. Donc, voilà, moi je serais pas surpris qu'au semestre 2026, au premier semestre 2026, il y ait tout un tas d'annonces de bordel, de distribution de capital, de je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils vont branler, mais je serais pas surpris que ça commence à pousser déjà fort au premier semestre Bah 2026 en déjà, inflation. une fois que le président de la Fed aura été changé, Ouais. déjà, ça Alors, va ils faire ont publié bouger ce les choses. soir, ils Oui. président jusqu'à fin avril ou fin mai, je me souviens plus. Je crois que Ah sa oui, quand dernière même. réunion, Je croyais que fin c'était avril. mars, donc c'est un petit peu plus tard que je Ouais, fin pensais. D'accord. avril. Ok. Et, et aussi autre chose, il faut faire Ouais. attention. Donc Trump a annoncé Mm, son remplaçant. Et donc, je lisais un article sur, je sais plus, Bloomberg ou ailleurs, qui disait, mm, attention, dans ce genre de situation, le président sortant, les mots qui vont sortir de sa bouche seront moins importants et auront moins d'impact sur les marchés mm. que les mots sortant de la bouche du président qui va arriver, parce que Ouais. on sait que c'est lui qui va faire la Ouais. politique monétaire pour les prochaines années. Et donc, ce qu'on veut connaître, c'est son opinion à lui. Ce que le mec qui sort, maintenant, c'est fini, quoi. Ce qui était assez intéressant. Il va Mm. falloir surveiller les écarts Ouais, ouais. et voir à qui réagissent les marchés. Mais on sait que celui qui arrive, il va être pro-inflation. Donc, tout Oui, ça oui, ça pour c'est sûr. dire, en tant qu'investisseur sur les marchés américains, ah, parce que je vois des gens, effectivement, 15 ans, c'est pas long, mais c'est très long quand même dans la tête d'un épargnant. Et donc, beaucoup de gens m'expliquent, à juste titre, que le meilleur placement au monde, c'est de faire du Nasdaq ou du SP 500 en passif tous les Ouais. mois, en DCA, donc en achat toutes les semaines, toutes les deux Mm, semaines, tous les mois. Oui, ça l'était, mais attention, on est peut-être à une transition. C'est exactement ouais. comme 2022 où la stratégie obligation-action mixée 60-40, c'était parfait. Sauf que ça reposait sur une désinflation qui durait Mm, depuis 40 ans et les marchés obligataires étaient en phase de désinflation depuis 40 ans.
J'en ai parlé, je sais pas combien de Oui. fois à nouveau sur Esprit Argent, sur Université Mm, Investisseur. Il y a eu le crash obligataire et la stratégie 60-40 qui était si parfaite s'est fait mm, défoncer sa gueule, mais comme jamais sur un siècle. oui. Je dis juste gentiment, gratuitement, publiquement, attention. Je suis le plus fervent défenseur. J'ai été affronter tous les mecs de l'or, du Bitcoin, du machin pour défendre mon Nasdaq depuis 15 ans. Je pense que ça va prendre fin Oui. et que le mec avisé maintenant, il va pas sur le BTC, il va pas sur le gold, il va sur les matières premières industrielles. Ah, le gold, ouais, là, on n'est pas forcément d'accord, hein, mais bon, c'est un détail. Mais moi, je pense Alors que ça, je t'explique il y a de pourquoi. quoi aller beaucoup plus haut. Euh, Je t'explique pourquoi. ouais, Je rentre pas dans les théories complotistes, de ouais, reset, tout ça. Purement bon, basique. Et je suis sûr que ça va te plaire ouais, et que tu vas dire oui. Le prix du gold dépend des prix du pétrole. oui, C'est-à-dire que les coûts d'extraction du pétrole et les marges bénéficiaires des minières dépendent du pétrole. Très rarement dans l'histoire, depuis 70 ans, on a eu un grand écart entre un pétrole bas et un prix du gold très haut. mhm, C'est arrivé uniquement parce que Trump a mhm, dit on va pomper comme des malades. Tu as été le premier à être surpris ouais, ouais, de la quantité de pétrole qui ont été extraits aux États-Unis et du mhm, surplus de production, parce qu'il y a une décision politique, à la fois probablement géopolitique pour faire chier la Chine avec le gold, et à la fois locale aux États-Unis pour mhm. pomper, voilà. On est dans une configuration où il y a quasi pas de cas de figure dans le passé. Est-ce que c'est durable? S'il y a un retour de l'inflation, je ne suis pas convaincu. Parce que s'il y a un retour de l'inflation, probablement que le pétrole va se réveiller. Si le pétrole se réveille, le gold, il va pas pouvoir maintenir la situation à laquelle il est actuellement. Non. Donc je pense qu'il est beaucoup plus safe Non, mais ça, aujourd'hui. ah, j'ai la crève là. Oui, Charles, non, excuse-moi. Ce que tu dis, c'est vrai pour les minières or, parce que effectivement, elles ont les coûts de production en pétrole, en énergie et en salaire aussi, hein. Quand il y a de l'inflation forte, il y a toutes les charges qui montent, hein, pour les minières. Mais par contre, je parle du métal, l'or physique, lui, il s'en fiche que le pétrole soit haut, pas haut, il peut continuer à monter quand même. Les minières gagnent moins d'argent. C'est-à-dire que si le pétrole monte plus vite que l'or, ce qui peut tout à fait arriver, oui, les minières en profiteront moins, mais leur physique, en fait, bon, on est passé sur leur physique, on est passé de 1100 à 4000 $ à peu près, donc on a fait fois 3,6, quelque chose comme ça, par rapport au dernier grand point bas 2015-2016. Euh, Tous les gros épisodes inflationnistes du passé, c'était plus que fois 15. Donc je pense qu'il y a 1800, beaucoup de marge. 2016, c'était 1800, hein. Il est tombé plus bas, hein, il est tombé à 1100. Non. Ah si, si, à un moment, il a été à 1100. Tu me colles un sérieux doute là. D'un coup, Ah, mon histoire. faudrait... Mais bon, peu importe. Vas-y, Ce que vas-y, je veux dire, que ce ouais. soit 1100, 1800, si tu prends 1100, tu fais x15, ça fait beaucoup plus que 4000. Et tu prends 1800, tu fais x15, ça fait aussi beaucoup plus que 4000. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de marge de progression pour Mea leur culpa, physique mea culpa, sur les 1100. 5-10 ans. Ouais, Je fais mon mea ouais. culpa. Non, 1100. non, mais c'est. Voilà, mais bon, même à 1100, tu vois, à mon avis, il y a encore de la progression, une marge de progression importante. Je pense, comme on est parti en parabolique, on corrige un peu. Bon, bah, ça, il y a de bonnes chances que ça corrige encore quelques trimestres, mais encore que je suis surpris de la résistance, parce que d'habitude, les cassures de hausse parabolique, ça donne une baisse derrière. Et là, l'or est parti en parabolique, ok, et ça a cassé, mais ça corrige pas vraiment. Il continue à Ouais. vasouiller à l'horizontale, à 4000, 4002. Donc c'est quand même un signe de force, hein, derrière. Donc après, je pense que dans 5 ans, il y a encore de quoi gagner sur l'or. Mais bon, ça, Je suis c'est- d'accord. ouais. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je sépare donc les minières qui sont dans une Oui, config unique du prix de ouais, l'or qui est effectivement indépendant des minières en fait. oui, ouais, c'est ça. Mais après, ce que tu dis, c'est vrai, sur les années 70, par exemple, ça a été observé dans les grosses vagues d'inflation, les minières or, elles ont pas. Parce qu'on dit toujours, ouais, les minières, c'est de l'or à Oui, levier. Et oui, ben, c'était pas vrai du tout dans les années 70, pour les raisons que tu expliques, oui. parce qu'elles ont supporté une grosse hausse des coûts de production. Elles n'ont pas fait mieux que l'or physique, elles n'ont pas fait mieux que les pétrolières, évidemment. Donc, ouais, elles ont quand même un peu monté, mais c'était pas le meilleur actif anti-inflation qui soit, quoi. Oui, oui, clairement. Ouais. Donc, de toute façon, on va revenir longuement, je pense. Cette histoire d'inflation euh, va être le sujet central parce que Ouais. je pense, euh,
J'ai vu une théorie, tiens, j'avais prévu de faire une vidéo là-dessus, mais on va l'aborder Ouais. maintenant. Euh, il y a une volonté politique assez toxique en Occident, comme tu peux le constater, comme tout le monde, comme moi. Et je pense que ce qu'on voit apparaître aux États-Unis, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, on voit apparaître une offre d'emprunt à 50 ans pour acheter une maison parce que le prix des Ah oui, j'ai maisons est vu ça. Oui, oui. complètement en fait déconnecté des salaires. Et Hmm. donc aujourd'hui, voilà. Donc en fait, on est en train de proposer aux gens un emprunt à vie, grosso modo, Oui. pour pouvoir acheter leur maison. Donc une prison, en fait, un peu comme le gouvernement, une espèce d'endettement perpétuel, Hmm. basé sur, bah, je comprends, un besoin fondamental qui est de posséder sa maison. Hmm. Euh, Sauf que dans le vice, parce faut quand même dire une chose, c'est que les gouvernements occidentaux, je pense quand même tous les gouvernements du monde entier sont vicieux. C'est-à-dire ils veulent pas le bien de leur peuple, ils sont réellement vicieux. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils augmentent l'impôt, les taxations locales sur les biens, la possession des biens immobiliers. Et on va se retrouver avec une situation où il va falloir exiger un emprunt à 50 ans. Donc il faudra payer toute sa vie une charge d'intérêt à des banques pour pouvoir posséder une maison qui est encore une fois un besoin naturel qu'on ressent tous au fond de nous. C'est un besoin vraiment très puissant, hein, son toit, son shelter, son abri. Hmm. Ensuite, les États, c'est pas parce qu'on est propriétaire de sa maison et qu'on racle la banque à vie qu'on est réellement propriétaire, puisque Oui. derrière, les États vont augmenter les taxes en permanence. On le sait, la taxation immobilière aux États-Unis, ça, c'est complètement délirant, mais même à Panama et Ah dans de oui. nombreux pays, c'est n'importe quoi. Et donc les gens vont devoir travailler avec des salaires réels qui diminuent avec une crise inflationniste. Moi, ce que je commence à me dire, si je me mets dans la tête d'un élite, ok? Dans une élite Hmm. noire, brave, Black Energy, démons, tout ça. Non, là, ouais, bon, ça c'est Bah, ton, le piège qui ton est en train de délire, se mais montrer, c'est ouais. le piège parfait, c'est-à-dire t'endettes les mecs sur 50 ans, tu montes les taxes sur les biens, tu fais une crise d'inflation et les salaires suivent pas. Donc tôt ou tard, les mecs pourront pas payer leurs impôts locaux sur leurs baraques. Donc les États sont en droit de saisir les maisons. La banque sera en droit de saisir la baraque. C'est comme s'il y avait une immense collecte, un immense piège, un peu comme en 2008, un immense piège qui est à nouveau en train de se mettre en place pour collecter les biens immobiliers en fait. Mécaniquement, je ne vois pas comment, Hmm. avec une crise inflationniste, des salaires, parce que l'inflation, elle est extrêmement injuste, puisque l'inflation, elle est mesurée pour tout le monde. En fait, c'est une inflation de vieux, parce que tu l'as dit toi-même, aujourd'hui, on a un électorat de retraités, Oui, et l'inflation qui concerne la vie des vieux n'a absolument rien à voir avec l'inflation des actifs. Je suis en train de parler des actifs, hein, le piège pour les oui, oui. actifs qui arrivent sur le marché, qui veulent acheter leur première maison. Les vieux, ils s'en battent les couilles. Ils ont pu acheter dans les excellentes Hmm. conditions, ils s'en en a foutre, ils ont rien payé, donc ils payent leurs taxes et ils sont peinards. Mais pour les jeunes, en fait, vu que l'inflation, elle est basée sur les calculs sur des vieux, qui les concernent donc pas parce qu'ils n'ont pas du tout le même profil de dépenses, je sais pas. C'est en train de biper cette histoire d'emprunt à 50 ans, la crise d'inflation qui arrive. On sait pertinemment quand il y a des crises. On l'a vu avec le Covid à nouveau. Aux États-Unis, je crois, il y a eu 23 ou 25 mois de salaire négatif avec l'inflation du Covid. Augmenter les taxes sur les prix des immobiliers qui vont monter, etc., etc. Ça schlingue. Je te dis, ça schlingue. Pour les Ouais, jeunes. alors, bon, il y a quand même une nuance. Si on part en taux réel négatif, ce qui est très probable, c'est-à-dire que la Fed va mettre des taux à 2%, alors qu'on aura une inflation à 7-8%, ça sera bon pour les emprunteurs IMO, Oui, s'ils mais empruntent à 50 taux ans. fixe. Non, mais ça, oui, ça, je suis d'accord que 50 ans, c'est n'importe quoi. Ça, Il faut, pour le prix d'une c'est maison délire. standard aux Oui, oui, oui. États-Unis, ils ont calculé, c'est pour acheter ta maison, je sais Ah plus, bah, 400 000 dollars, oui, c'est 1 million d'intérêts. oui, oui, non, ça, Sans les taxes foncières. Parce qu'après, quand tu oui. rajoutes les taxes Hmm. foncières, c'est-à-dire que les profils, le mec, il est en train de rentrer dans un Ouais, casino. Ça veut dire sa probabilité d'y arriver, s'il est salarié, qui monte pas son business, qui oui, sort pas du système salarié. En plus, tu rajoutes par-dessus la robotisation, l'intelligence oui. artificielle, les 30% de salaire qui vont, les 30% d'employés qui vont Hmm. sauter. Bon, on verra. Ouais, je pense pas que. Bon, après, là où on est différent, c'est que toi, tu penses que les élites sont machiavéliques en niveau d'intelligence très Les supérieur. Et banquiers, bien sûr. Les moi, je banquiers, mais pense bien sûr. moi, non. Moi, je pense qu'ils n'ont pas du tout de niveau extraordinaire, quoi. Pour enculer le monde, les banquiers, mais c'est les plus grosses fortunes. Oui, ok, mais
pense, non, mais c'est là où c'est au niveau théorie, enfin, Non, 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 vision Loïc. du monde. Je ne pense pas que les élites qui sont présentes en ce moment en Occident aient un niveau très élevé. De Ça, qui on parle? Tu parles des élites politiques ou des élites bancaires? les deux. Ok, alors je te pose une question. Aujourd'hui, Oui, de manière chiffrée, il y a 475 oui, trillions d'assets sur Terre. oui. Tu prends les classements des milliardaires, il y a 2 millions de millionnaires qui ont plus de 10 millions de fortune. 2 millions. Ok, ouais, Ce qui représente entre 2 millions et 1 milliard, ça représente environ 30 trillions. ouais. Les milliardaires sont 3500, ils ont, Hmm, ça varie bien sûr, entre 15 et 20 trillions. Ça fait 50 trillions. oui. Nous avons 475 trillions d'assets. Qui possède les 400 millions, les 400 trillions qui restent? Qui? Ah, Ça ah, ça goûte. je te jure, j'ai publié chiffres Ouais. officiels, Oui. EBS, tout machin, tout ce que tu veux, je suis baqué à fond. Je peux pas te répondre comme ça. Il faudrait que je recherche. Effectivement, il faudrait que je... Qui possède, qui possède les 80% d'assets, on Ouais. va dire, échangeables sur un marché mondiaux? Parce que ce ne sont pas les gens. Je te parle pas des 8 milliards qui possèdent que dalle et qui ont zéro sur leur compte, y compris aux États-Unis, tu as 300 millions de mecs qui ont Est-ce zéro. que, dans ton estimation, est-ce qu'il n'y a pas des doubles comptes? Je me pose une question. Donc, par exemple, voilà, il y a des entreprises qui possèdent des choses, forcément. Oui, mais qui possède les boîtes? Donc, est-ce qu'on les compte pas deux fois dans ton calcul? C'est-à-dire, l'entreprise possède quelque chose et le propriétaire de l'entreprise possède l'entreprise. À ce moment-là, on va compter deux fois l'asset, ou pas. Je sais Ben, pas. Faut non que je mais fasse des regarde, recherches. Là, je peux pas te répondre hein, comme ça. Ce que j'observe, non, mais c'est très simplement, c'est que bon, nos super élites bancaires, dès qu'il y a un petit problème économique, ils sont pas loin de la faillite, comme Crédit Suisse. Ou, bon, les grosses banques suisses je qui pensais pas à appellent au ces secours. élites-là, Loïc. Ouais, mais c'est des élites bancaires quand même. Non, non, c'est pas les mêmes. Ah, parce qu'ils sont pas Je brillants, pense hein, ils pas que les sont. banquiers de Londres et de New York Ouais, soient les mêmes. C'est pas c'est pas la même famille. ouais. Enfin bon, là, pour moi, je les situe à peu près tous au même niveau et à un niveau qui est pas très très élevé. Bon, voilà. Mais après, hein, chacun a son opinion, hein. C'est comme les produits dérivés. Donc là, ils sont pas pris en compte dans Oui, les classements. Les produits oui, dérivés du shadow banking. Euh, si tu veux, on est assis sur des montants mm, qui n'ont aucun rapport avec la vie financière des gens qu'on nous présente. Alors, mes statistiques, qu'est-ce que mm, j'ai fait? J'ai pris les statistiques des impôts, c'est-à-dire les personnes oui, physiques. L'univers des personnes physiques, l'univers mm, des patrimoines des personnes physiques mm. par rapport à l'univers bancaire, shadow banking, multinational, euh, dette obligataire. Je veux dire, on est dans des univers où il y a un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que l'univers des personnes physiques aujourd'hui représente rien de de toutes les transactions, de tout l'argent qui est manipulé dans le monde obligataire. Je crois que la dette obligataire mondiale, je sais plus, c'est 350 trillions, un truc comme ça. Qui possède? Il y a bien Ah, forcément un détenteur, puisque tu as une dette tu as de l'argent qui est prêté, donc tu as bien un prêteur. t'es à peu près, oui, ça, les chiffres de 300 trillions, bon, ça je le confirme, hein, ça c'est ouais, Bah, c'est ce qui qu'on dit. contrôle? C'est-à-dire qu'il y a une rente d'intérêt sur 300 trillions Oui, qui reçoit cette rente. On ne sait pas. Je vais te répondre à non, ta question, c'est ce que je cherchais, on ne sait pas. ouais, Je sais pas, tu peux faire ce que tu ouais, veux, il n'y a personne qui te le dit. Je ne sais pas si tu te rends compte, sur 300 trillions, même à 3% d'intérêt, ce que ça représente. ouais. Par rapport aux chiffres qu'on nous Oui, donne sur les mais patrimoines des personnes physiques. faudrait calculer, faudrait rapporter ça à 8 milliards d'habitants quand même, hein, ça Mais non, fait mais tu as 8 milliards d'habitants qui possèdent rien, qui oui, n'ont pas acheté oui, d'obligations, ok, qui n'ont pas mais prêté non, d'argent, mais les mecs, ils n'ont rien. d'accord. Après, c'est ok, c'est concentré Voilà, entre les mains de. pour avoir une image, il y a 2 millions de Oui, millionnaires qui ont plus de 10 millions de dollars de patrimoine sur Terre. 2 oui, oui, millions. oui, Il y a 8 millions de gens oui. aujourd'hui sur Terre qui ont 1 million de cash investissable. 8 millions 7, un truc comme Hmm, ça. Ça donne, on est 8 milliards, c'est simple, il y a 0,1% des gens qui ont 1 million. Bah, tu fais partie du 0,1%, mon gars, hein, avec ton PEA. oui, 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 ok, Non, mais voilà, que oui. c'est pas.
Ouais. pour te dire, tu n'as pas l'impression d'être un gros Richard, de faire des trucs, des Non, machins. ça, c'est sûr. Pourtant, tu es dans le top 0,9%. Ouais. C'est-à-dire que 99% de la population mondiale n'a rien, ne possède rien, Oui. n'a pas de compte bancaire avec des excédents. C'est à la fin du mois, il est vide. Ouais. Et donc, quand on regarde les chiffres, si tu veux, c'est là où tu dis, si on entre en guerre, ça ne correspond pas au passé. Je te rejoins complètement. C'est que quand on regarde les chiffres, on a des montagnes gigantesques de pognon. Et nous, les petits humains, personnes physiques, on est 20 au grand maxi. J'ai recommencé les chiffres plein de fois avant de Mhm. balancer ça sur les réseaux publics, parce que c'est un coup à se faire égorger. Au grand maxi, Loïc, c'est 20%. L'univers des personnes physiques, c'est-à-dire les gens qui payent des impôts sur leurs personnes physiques, les milliardaires, les Oui. millionnaires, les salariés normaux, avec des petits bouts de maison, des bagnoles, des machins, 20%. 80% est un univers financier monstrueux, c'est-à-dire qu'on parle de 400 trillions, c'est-à-dire qu'on est à 100 fois l'économie de la France, 150 fois l'économie de la France. Donc on est sur et je parle même pas des Non, mais produits dérivés. alors, en face des 300 trillions, tu as des actifs Oui, réels quand même, hein. Ça, oui. on est d'accord. OK. Bah, tu as des États, mais les Et, États, ils possèdent pas tant que ouais. ça. Les États possèdent des actifs. Après, les 300 trillions, ils sont ventilés à peu près, de façon à peu près équilibrée. C'est dette publique, dette entreprise, dette des ménages. C'est... Actions, diamants, or, Non, physique. je parle de la dette, là, hein. Je parle de les 300 trillions de dettes, ce qui est le BIS, là, enfin, tu sais, t'as les statistiques trimestrielles qui sortent sur Oui, la dette mondiale. Bon, ben, c'est à peu près équilibré dans les trois postes que je te dis, dette publique, dette des ménages et dette entreprise. oui. Hein, Mais qui la détient? Qui trois touche? tiers. Qui touche? Ah bah qui touche, bah ça c'est, il y a Je vais juste faire une précision parce qu'il y a après, des gens qui n'arrivent pas à oui, calculer. 300 trillions en dollars, oui, ça fait 300 000 dollars. Voilà, que les gens comprennent. oui, 300 000 dollars, ça représente, la France fait 3, donc bah, c'est 100 fois la France. Voilà. 300, alors 300 300 trillions représente trillions. 100 fois l'économie française. La France Logiquement, étant alors, ouais, officiellement la septième ou huitième économie mondiale. Voilà, ça permet de réaliser. si je calcule bien, 300 trillions, ça va faire à peu près, enfin un tout petit peu moins de 40 000 $ par habitant à l'échelle mondiale. C'est pas 300 délirant. trillions, tu veux qu'on fasse? Parce que là, par contre, je vais avoir du mal. Attends, on y va. Je 300 divise trillions. Alors, 300 peut-être 3, trillions 3 millions, par... 300, 3 milliards, 30, 300 milliards, 3 trillions, 30 trillions, 300 trillions, divisé ouais. par 8 milliards. Mais c'est un faux calcul parce que tu sais comme moi que la population mondiale Oh, n'a rien. 800 le- millions, 8 millions. non, c'est pas vrai. Regarde, le patrimoine médian des Français, il est quand même à peut-être 200 000 €. Médian, hein, donc ça veut dire qu'il y a 50% qui ont plus de 200 000 € de patrimoine en Donc la France. France fait En 68 millions, ça comptant. fait 30 millions de personnes, donc on est 8 milliards. Oui, ok, mais je veux dire, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de pays, donc ça me paraît pas énorme quoi comme chiffre. C'est énorme, effectivement, quand tu balances ce chiffre-là, mais rapporté au nombre d'habitants, c'est pas de la folie. Ça correspond à des actifs réels quand même. La France, c'est pas le pays le plus riche du monde, hein. Il y en a quand même. Bon, évidemment, c'est pas le plus pauvre, mais euh, il faudrait calculer le patrimoine médian mondial, mais ça ne me surprendrait pas qu'il soit pas je pense qu'il est au-dessus de 40 000 $. Ou moyen, Bah, patrimoine moyen, peut-être pas wealth, médian, mais en moyen, wealth, oui. average, Mm. world. Vas-y, Ouais. on va voir ce qui nous sort, Pépère. 90 000 dollars. Bah voilà, donc tu vois, Oui, mais attends, c'est une moyenne. Excuse-moi, j'ai pas fait oui. médian. Excuse-moi, on va mettre médian. Oui, Parce médian, ça que va être en dessous. Ok, ça va ça pas être c'est beau. ça c'est sûr, ça va pas être la même chose. 8 000 dollars, Loïc. Oui, Allez, dans ton oui. cul. Non, mais c'est la moyenne. Global Oui, mais médiane. Non, mais c'est ça. Il y a ok. 8 000 dollars. Oui. Voilà. Ça me parle. Oui, bah, c'est inégalitaire, mais il y a Ben, quand même, ça veut si dire quoi? le... Ça veut dire Mm, que la moitié est dessous, je te rappelle, sur les 4 milliards. oui, Ça veut dire qu'il y a 4 milliards qui sont en dessous du 1 000 dollars. Je te rappelle que pour trouver les 300 ou les 400 trillions, parce que je t'ai dit 400 et non pas 300, oui,
Il faudrait donc qu'il y ait un patrimoine médian autour de 50 ou 60 000. On est à 8 000. Non, moyen. C'est Médian, parce que moyen, t'as moyen. tout qui est déformé. Bah, mais non, avec les Ah milliardaires. ben, tu mets bah, et ils ont quand même le droit d'être pris en compte, les milliardaires. Là, si Médian, tu... médian, 8 000 Ça veut dollars. dire... Ce que ça veut dire... Attends, Charles, bon, t'as les 300 trillions qui correspondent à 40 000 euros de dette par 450, habitant. non, 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 Loïc, c'est Voilà. 475 Ok. trillions. Bon, alors si c'est 475, on sera à peu près à 60 000. Mais même, il faudrait vérifier parce que moi, les chiffres que j'ai, ils sont pas aussi élevés. Ils sont un peu en dessous. Mais bon, ok, même 60 000 par habitant. En face, le patrimoine global de tout, ce sera 90 000 fois 8, donc ça va être 720 trillions. Ça, c'est le patrimoine, les actifs qui est en face. C'est- Non, 8 000 fois 8 milliards. Non, On va, mais on va- on va pas faire chier. On va pas faire chier, on va faire nos comptes, nos comptes 8 000 privés. fois 8 milliards, ça fait 64 trillions. Oui, Mais bah nous y oui, voilà. oui, mais c'est pas le mode de calcul correct. C'est le mode de calcul correct, c'est de prendre la moyenne. Si tu veux évaluer ce qu'il y a comme patrimoine dans le monde entier, tu prends Non, le moyen. si tu veux évaluer le patrimoine dans le monde entier, tu prends la totalité des assets. C'est ce qu'a fait la banque, je sais plus qui fait Oui, ça. Ils ont trouvé oui, 475 trillions. Je peux te la donner si tu veux. Euh, d'accord. World Wealth. Bah, non, ça devrait même être plus, parce que si le patrimoine moyen est à 86 000, ça veut dire 450 que... trillions. Alors, qui a évalué Ok. ça, que je te dise, pour Hmm. UBS. Ouais, ok. UBS. Mais bon, après, je sais pas, il faudrait avoir des sources précises sur le patrimoine moyen. Et si le patrimoine moyen est à 90, peut-être que... Alors, si j'ai peut-être une explication à vérifier, le chiffre de 90 de moyenne que tu as, peut-être que c'est du brut, c'est peut-être pas du net. Ça, c'est possible. Mais à ce moment-là, on retomberait sur le chiffre Alors, regarde d'UBS à ça. 400 3 475. millions 3 millions d'humains Ouais. possèdent Oui. 1,2% de la richesse. Oh, le truc Attends, d'enculé. 3 milliards 3. d'humains Oui. Ah bah possèdent. oui, mais ça, oui, 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 ça, c'est hyper inégalitaire, hein, ça c'est sûr. Après, pour monter à 5 milliards, euh, Ouais, donc tu as 5 milliards d'humains qui possèdent 15% de la richesse. ouais, 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 ça me surprend pas du tout. Donc ensuite, pour Ouais, arriver. Ah, il n'y a plus personne, hein. En fait, ouais, t'as que 642 mecs, 642 millions qui sont sous le ouais, million. ouais, Et après, t'as 60 millions de mecs, mais ça, ils prennent en compte la maison, en fait. Si ouais, tu veux, oui, dans les calculs de le Global Wealth, tu as deux manières de calculer les millionnaires. Tu as ceux qui ont une maison qui dépasse 1 million, ce qui est le cas de les trois ouais, quarts de la fortune en France, c'est-à-dire que les gens n'ont pas ouais, d'argent, ouais, mm, ils ont juste une fortune papier avec leur bien principal. oui, C'est-à-dire oui, qu'en oui, tout fait, à fait. grosso Oui, modo, la fortune française si une crise inflationniste ramène les prix immobiliers comme au Venezuela, en Argentine, enfin à leur ouais, prix réel et non pas dans un prix de bulle, la France, il n'y a rien. On disparaît des classements, on s'effondre. Contrairement à des pays anglo-saxons qui sont capitalisés au niveau de la population. mm, Et donc, dans les calculs de richesse mondiale, il y a deux manières de faire. Soit tu prends effectivement la richesse totale, y compris la maison principale, ou soit tu enlèves la oui. maison principale pour évaluer la vraie richesse des mecs. Parce que ça Ah leur bah là, pose c'est un beaucoup problème moins. conceptuel. Ouais, ouais. Ah bah Donc, oui, là, avec c'est... la maison, tu as 60 millions. Sans la maison, tu as 8 mm, millions de mecs. Voilà. oui, Ce qui est intéressant, ça permet de voir, de comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, c'est quand même fou. Moi, je n'avais pas conscience avant de faire la recherche il y a 2 semaines. C'est quand même fou de se dire on est 8 milliards et il n'y a que 8 millions de mecs qui ont 1 million de cash sur leur compte. oui, Ou plus, hein, et 2 oui, millions, oui, ou oui. 10 millions ou plus. 2 millions. Mm, C'est-à-dire que 2 millions, que les gens se rendent compte, ça fait 0,02%. C'est-à-dire qu'il y a un mec sur 500. 0,2. Un mec sur Attends. 500. Ouais, ouais, Ou sur 5 000. Attends, je me gourre ouais, peut-être. Je ouais, pourrais ouais. vérifier les calculs. C'est un sur cinq Ah, mille ou un sur 500 qui ont ouais, 10 000. Non, ça doit être un sur 5 000 qui ont 10 millions. C'est un- Et mm, quand tu sais. Et alors, paradoxalement, j'ai regardé quelle était la part de l'héritage. oui, Faible. C'est-à-dire que
beaucoup de gens héritent d'argent sur cette Oui. planète, mais la fortune mondiale qui s'est faite au cours des 30 dernières années, parce qu'on a augmenté la masse monétaire, on a augmenté l'endettement, Mhm. on a augmenté l'économie mondiale, a généré de l'argent. En fait, aujourd'hui, les mecs qui sont vraiment blindés à plus de 10 millions ont souvent 60-65 ans minimum, et ce sont des fortunes acquises et non pas héritées. Moi, j'aurais pensé qu'il y avait un tiers des fortunes héritées. Ouais, ouais, C'est pas vrai. En fait, ouais, dans l'univers des plus de 10 millions, ce sont des fortunes acquises qui ont été créées. ouais, ouais. Et ce sont des fortunes dont les détenteurs ont généralement 65 ans et plus. C'est-à-dire que ça m'a fait plaisir de voir ça, c'est-à-dire qu'il y a un semblant de logique, un semblant de, comment je sais pas envie de dire, je vais pas être moralisateur, mais un semblant de justice. C'est-à-dire que les mecs qui ont le plus de Ouais. fric ont taffé. Quand on étudie les stats, les mecs Oui, qui ont le oui. plus... En fait, qui a du fric, on va dire que quand tu passes la barre des 10 millions, t'es vraiment dans les mecs qui ont le plus de fric sur cette planète. Ah, c'est assez normal, hein, Charles. Il y a plein d'exceptions, bien sûr, mais souvent, quand on a des héritiers issus d'une famille riche, la vie est facile pour eux depuis le départ. Et donc, ils vont être moins combatifs, ils vont être moins bons pour gérer le patrimoine familial. Il y a une deuxième chose qui est de la génétique, qui est la régression la notion de régression à la moyenne. C'est-à-dire, tu mets, alors je vais expliquer ça, voilà, t'as un couple, voilà, voilà, le mari et la femme ont un QI de 130. Euh, On a des billes. la moyenne des enfants qu'ils vont avoir ne sera pas à 130. C'est-à-dire que si la moyenne de leur groupe ethnique, c'est-à-dire, mettons, l'ethnie européenne QI 100, donc tu auras une régression à la moyenne, ça veut dire qu'ils vont être à mi-chemin. Les enfants seront à 115. Tu comprends le truc. Donc Je- c'est la L'épigénétique moyenne, me passionne, j'adore ça. c'est la moyenne du QI des parents et La donc moyenne du pays. 130 et la moyenne du pays, 100. Donc les enfants seront à 115, donc ils seront 15 points en dessous, donc ils seront moins bons. Et ça se répète sur quelques générations et à la fin, ils dilapident l'héritage complètement. À cause à la fois par dégradation génétique et aussi bah, l'environnement, parce que la vie est trop facile, qu'ils ne sont pas combatifs, etc. Voilà. Après, il y a des exceptions, hein, bien sûr, comme partout, mais il y a ce phénomène-là qui existe. Donc, Bien. Ce qui ça est ne important, m'étonne c'est pas c'est pour ça que ça ne que... sert pas à Ouais, grand-chose d'essayer de créer une dynastie, ou alors il faut l'organiser autour de fondations avec... ouais, Moi, j'ai étudié les grandes familles dynastiques et oui, ils ont une caractéristique qui est assez intéressante, c'est que l'héritier ne peut toucher, il touche pas une part d'héritage, il touche un droit à profiter d'un standing de vie via des fondations. ouais, Et pour avoir ce droit-là, déjà, il y a des conditions nécessaires. Et la deuxième ouais, chose, c'est que la personne qui veut créer une dynastie, il faut qu'elle comprenne que, justement, par les phénomènes d'épigénétique que tu viens de décrire, c'est absolument impossible d'espérer que sa descendance va être capable ouais, de s'adapter au système économique, au système mhm, financier du futur. Et donc, le seul moyen que les grandes familles ont trouvé, c'est de créer des fondations avec un code pour embaucher les meilleurs fiscalistes, les meilleurs avocats, les meilleurs financiers, les meilleurs stratégistes, les meilleurs oui, entrepreneurs, qui doivent se mettre au service des héritiers pour oui, faire fructifier la fondation, mhm, de manière à ce que l'argent ne soit pas dilapidé, et donc l'héritier, quelque part, n'entre jamais en contact avec la fortune initiale. oui, Si vous avez l'ambition, si vous avez regardé jusqu'ici le débat, et si vous avez l'ambition de créer une dynastie, il est crucial, vital, et ah, on a de toute façon, pas la peine de me croire sur parole, il suffit d'étudier les grandes familles américaines, Rockefeller et toute la clique, qui perdurent depuis des siècles, les fameux Rothschild et compagnie. Ils ont tous un système de fondation et d'encadrement des héritiers. Justement à cause de l'épigénétique, c'est parce qu'il n'y a pas moyen d'y couper. Et l'autre truc aussi avec l'épigénétique que tu apprends, c'est que euh, ils se marient qu'entre eux. Tu sais comme moi, les Oui, familles oui, royales, les machins, et là encore, c'est de la génétique, c'est-à-dire que là, tu cites des noms des juifs askénazes, et les juifs askénazes, c'est QI 115. Donc, ça s'est établi, hein, les études sont prouvées partout. Donc, ils sont 15 points au-dessus, donc il y aura beaucoup moins de régression à la moyenne, de phénomènes de régression à la moyenne. parce C'est-à-dire que que, ils gèrent leur génétique ouais, justement de manière oui, oui, active. oui.
Oui. Que ce soit les familles, le sang Ouais. royal, comme on Hmm. dit, ils étaient tous Ouais. consanguins à baiser entre eux, mais c'est pas pour rien, c'est parce que ils voulaient garder leurs privilèges, ils voulaient garder leur descendance, ils voulaient garder les Hmm. mémoires génétiques. Ouais. Ils voulaient pas les mélanger avec les gueux, Hmm. le peuple, justement pour pas dégrader. Ouais. Et donc, ce que j'ai rencontré, et parmi mes clients, j'ai des gens qui rêvent de créer une dynastie, Ouais. voilà, qui pensent à leur descendance et tout. Mais quand ils me discutent, quand ils m'expliquent ce qu'ils veulent faire, concrètement, l'histoire démontre que ça ne peut pas fonctionner. Si vous voulez créer une dynastie, Hmm. moi je m'en bats les couilles, hein, je juge pas. Oui, moi aussi. Mais, Ouais. mais au moins respecter les codes de survie Oui. transgénérationnel parce qu'il y a des codes Ouais. clairs, établis, Oui, oui. indiscutables, Hmm. documentés. Et donc voilà. Et donc les héritiers, voilà. Mais ce que ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a vraiment fait du bien de voir que parmi les 2 millions de mecs qui ont plus de 10 millions, ils avaient Oui. 65 ans et je crois qu'on est à 80 ou 85%, c'était de la fortune acquise, créée par le Hmm. travail. Ça m'a fait plaisir. Après, dans ces classements et ces études, ces Ouais. UBS, Ouais. ils mentent parce qu'ils prennent pas en compte l'économie dark et on sait qu'il y a 20 ou 30% de l'économie mondiale qui est dark avec les trafics Oui. divers et Oui, oui, variés. oui. Hmm. Et donc, ce sont des statistiques qui sont un peu tronquées. Mais on va dire qu'on n'est pas des bandits et qu'on n'est pas dans l'économie bandit. Et que donc, dans l'économie normale des gens du bon côté de la barrière, entre guillemets, parce que je sais pas si la légalité, c'est un bon critère pour se séparer. En tous les cas, dans l'univers officiel propre, 80-85% des gens mettent 40 ans de travail à accumuler cette fortune. Il n'y a que 10% d'héritiers. Ouais, bah, c'est une bonne chose aussi pour l'innovation, hein, parce que un héritier qui gère l'existant sera moins innovant qu'un fondateur, sans Oui. doute, hein. Ça. Donc après, encore une fois, je pense que 30% de toutes les fortunes sont illégales, non déclarées. Ouais. Et donc, les bad guys, c'est pas dire qu'ils Ah, sont bah, c'est pas pas... idiots, hein, d'ailleurs, hein. Ils sont pas créatifs. Non, non. Mais voilà. Bon, c'était juste pour faire un petit aperçu Hmm. Ouais. de la fortune mondiale qui était assez intéressant. Hmm. Euh, surtout, enfin, bon, j'imagine que tu n'ambitionnes pas d'aller jusqu'à 10 millions de dollars. En tout cas, moi, j'ambitionne pas non plus. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le sweet spot, c'est 5 millions d'euros, 5 millions de dollars à la Oui. louche. C'est le truc idéal à partir. Un jour, tu as dit cette phrase Hmm. que j'ai retenue, parce qu'on est bien d'accord. À partir de 10 millions, le problème, Hmm. c'est qu'on commence à avoir des obligations, on est obligé de se salir un peu, ça devient compliqué. Il y a des forces de frottement qui apparaissent qui sont désagréables. Quand on commence à monter dans les tours, on est... il y a plein d'organisations, il y a plein de choses. Il faut savoir s'isoler quand on a plus de 10 millions, à mon avis. 5 millions d'intérêt, c'est trop petit pour intéresser un certain nombre d'intervenants. C'est idéal, on a le confort de vie. Évidemment, on n'a pas d'avion, Oui. on n'a pas le 600 mètres carrés avec les tapins, Loïc. Non, mais c'est après l'argent, il a une utilité Voilà, marginale qui décroît voilà. parce qu'il y a un moment, une fois qu'on a un certain nombre de millions, qu'est-ce qu'on va faire avec? Si, il y a un avantage que je vois quand même. C'est le seul à peu près. Avec, si tu as 20 millions, tu peux acheter plus de passeports. Voilà. Donc, tu as plus de solutions d'exil si ça tourne mal quelque part. Ça te fait une sécurité en plus. Est-ce que ça vaut le coup de trimer 10 ans, 20 ans de sa vie à fond pour ça? Non, ça vaut pas le coup. Faut équilibrer. Bah oui, faut équilibrer. L'argent, c'est un moyen d'avoir de la liberté. Donc, faut qu'on ait de la liberté quand même. Donc, faut balancer les deux. Et voilà, c'est tout. Euh, Ben, il y a 6 millions de gens sur Terre qui pensent comme nous, ou qui Oui, peuvent, ou oui, peut-être, oui. ou qui n'ont pas les moyens, parce que je pense que euh, c'est compliqué. T'es un exemple, je le dis toujours, Mm, je te cite partout. T'es un exemple de détente et de sagesse par rapport au fric. La plupart des gens qui ont 1 million rêvent d'en avoir 5 et puis 10 derrière. Ils savent pas s'arrêter. mm, Ça, tu dois le voir ouais, souvent. Il y a il y a une déconnexion en fait entre ce que peut apporter l'argent, donc la contrepartie matérielle que tu citais, et ensuite le score un peu narcissique ou carrément la fausse promesse qui est que quand j'aurai 10 millions, je serai heureux, que je pourrai m'acheter ça, ouais. ça et je serai heureux alors que c'est pas vrai. On peut déjà être heureux la C'est- plupart du temps avec 1 million Ah euh, oui. Ouais, ouais. Non, de mais cash. après.
si ça m'arrive, bon, Bah, ça va bah, t'arriver parce qu'ils sont tous fous et de toi. Ils vont te filer des ouais, millions, que les j'ai pas riches. des. Ouais, c'est pas avec les abonnements que je vais arriver à 10 millions, ça c'est sûr. Ah ouais, non, C'est là, le- en plus, on a capé, Là, donc c'est pas possible. ouais, bon, non, C'est mais mort. même, mettons avec la bourse ou quoi, on sait jamais, ça peut croître un petit peu. Mais bon, si ça arrive sans que je fasse de gros efforts pour ça, je dis pas non. Mais je vais pas, voilà, je vais pas travailler 50 heures ou 60 heures par semaine à fond pour ça. Ça serait absurde, vu que le temps de vie en bonne santé qui me reste, il est limité. Donc, si c'est pour avoir 10 millions quand j'ai 80 ans et que je suis en maison de retraite, ou quoi, bon, c'est pas un bon calcul, quoi. Non, le calcul pour toi maintenant, c'est de songer à monter une famille, faire des enfants, acheter sa maison Ah ouais, principale, faire plein de chambres pour accueillir la voilà. progéniture. Bon, ça, faudra voir avec. Ah, il C'est mon bloque, épouse il bloque. aussi. Moi, je suis pas en état de répondre, j'ai la crève. De toute façon, j'ai Ah fait ouais, des d'accord, bêtises. c'est la faute de la Ouais. crève. Je vois le topo. Ouais. Ah non, mais là, j'avais mal à la gorge et j'ai fait une grosse rando en montagne dessus parce qu'il y avait des chasses aux orages à faire. Des chasses Donc, à du coup, quoi? chasse aux orages. Ah, des orages. Donc j'ai été faire une nuit blanche au Grand Bénard et en ayant un peu la crève avant et du coup ça n'a pas arrangé la crève quoi. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais ça, c'est intéressant que tu dis, tu fais une nuit blanche. Alors, tu te barres à quelle heure? Et vas-y, raconte. Au point, non. Bah là je suis parti, j'ai quitté la maison, il devait être 2 heures de l'après-midi. Non, ouais, plutôt 3 heures d'ailleurs. J'ai commencé la rando, il était 4h30 de l'après-midi, je suis arrivé au sommet à 6h30 à peu près. Donc Je me j'ai rends fait pas compte, 2 heures. 2 heures de marche où tu grimpes, mais tu grimpes à quelle 2 heures. hauteur? Bah 2009, c'est une marche qui est donnée pour 4 heures, mais bon, j'arrive à la faire en 2 heures. Donc après, puis Et voilà, alors, le après fait d'être une. plus haut, qu'est-ce que ça te donne accès à des images? Parce qu'on les voit derrière toi au moment où tu parles. C'est ta passion. Pour ceux qui ne Ouais, connaissent pas ouais, c'est bien, ça. c'est ta Oui, ça passion. donne accès à des images. Bah, ça donne accès à un point de vue bien meilleur, c'est sûr, parce que il y a beaucoup moins de nuages de basse altitude qui vont masquer la vue sur les cellules orageuses. Donc, tu as de quoi faire de. Ouais, tu vois des choses beaucoup plus intéressantes là-haut. Et puis, j'aime bien être au sommet. C'est toujours sympa d'être au sommet d'une montagne avec des beaux paysages, des beaux nuages, des beaux ciels. Tu pars seul quand Voilà. tu fais ça ou tu pars accompagné? Non, je pars seul, hein. Tu as un téléphone, il y a du réseau? Oui, souvent, pas toujours, mais souvent. Alors, j'ai une question Bah, perso. après, Ah, le risque, oui. il est nul, hein, faut pas. Je pense que là encore, les gens, ah ouais, c'est dangereux de partir seul en montagne, c'est dangereux d'aller voir une éruption lorsque notre État nous l'interdit et ferme l'accès, c'est dangereux d'y aller quand même, etc., etc. Et le risque, il est infime. Les morts en montagne, il y en a quoi? Il y en a quelques dizaines par an, tout au plus en France, et tu as 100 000 morts d'accidents cardiovasculaires. Donc le vrai risque, il est sur les accidents cardiovasculaires et il n'est pas sur C'est le énorme. fait de partir en montagne. Je Donc donne il quelques faut. chiffres par rapport à ce que tu viens de dire. Aux États-Unis, c'est tout confondu. Ah ouais, C'est ouais. cardiovasculaire, les trucs liés au cardiovasculaire, pas Mm, indirectement. C'est 3,5 millions alors qu'il y a 600 000 morts de mm. cancer aux US. C'est-à-dire qu'on est Et au 2,5 millions, je ouais, sais plus. Enfin, on est sur un ouais. rapport de 5, 4 ou 5. Donc, rien que. Je pense que la partie la plus dangereuse de la rando que je fais, c'est le moment où je prends la voiture entre la maison et le parking de départ du sentier. C'est là qu'il y a le risque de croiser un fou qui fait n'importe quoi sur la route et qui va me cartonner, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de morts aussi sur la route qu'en montagne, hein. Donc, faut évaluer les risques correctement. En finance aussi, hein, d'ailleurs, hein. Euh, c'est- Moi, j'ai une question perso tiens, à te poser pour terminer. ouais, Par rapport aux éclairs, en fait, c'est ma plus grande peur. Je suis dans oui, une zone où il y a beaucoup d'éclairs hein, qui nous pètent sur la gueule. oui, oui. Quel est le risque par rapport aux éclairs? Parce qu'il y a pas mal, à Panama, tu as des morts, tu prends la foudre et tu te fais éclater ta gueule. Littéralement. Bah, alors, il y a des risques. Alors, dans les zones continentales, Panama, Vietnam, c'est déjà nettement plus risqué qu'à La Réunion. Après, ça reste de l'ordre d'une centaine de morts par an au Vietnam, ou 100, 200. C'est pas gigantesque, quoi. Par rapport aux autres risques, ça reste minime. Mais c'est quand même, à La Réunion, tu n'as quasiment aucun risque parce que la Pourquoi? nuit, tu as les brises de terre
qui repousse les cellules orageuses au large. Et puis j'ai une connaissance en météo qui est quand même élevée, hein, je connais les modèles, hein. Alors, Et puis quand tu pour- photographies des orages, tu veux pas être dessous. Parce que si tu es dans la flotte, le brouillard, ça sert à rien. On photographie des orages qui sont à distance. A priori, il faut du ciel clair au-dessus de toi, quoi. pourquoi la foudre, l'éclair et Ouais. le tonnerre pètent par moments hauteur et pourquoi, à certains moments, il arrive sur Terre? Ah bah ça, c'est des répartitions de charge électrique à l'intérieur du nuage qui font ça, quoi. Ouais, tu as des éclairs nuage-sol, tu as des éclairs extra-nuageux, tu as des éclairs. Il y a il y a plusieurs familles d'éclairs. On est d'accord, c'est quand ça fait le boom, là. Parce que moi, je me suis fait Oui, péter. Ici, là où je suis, j'en suis quand même à une dizaine qui m'a pété sur la gueule sur les 3 dernières années, vraiment au-dessus, quoi. T'as le ouais. cœur qui fait un bond. Ouais. Et là, tu dis, putain, heureusement que c'est pas tombé jusqu'au mât, parce que là, j'étais foutu, là. C'est vraiment Non, au-dessus de toi. autant à La Réunion, j'ai absolument pas peur. Au Vietnam, je me méfie plus quand même déjà. Parce que là, c'est vrai que ça arrive, ça tape fort, près, c'est beaucoup plus puissant, quoi. Et au Panama aussi, je pense que ça doit être la même chose chez toi. Au Panama, tu dois avoir quelques orages qui sont sérieux, qui sont dangereux. Après, si tu veux faire des photos Et d'éclairs, comment on se protège de donne- ça? Comment on se protège? bah, tu te mets en voiture. Non, excuse-moi, il n'y a pas de voiture. C'est Non, cage de Faraday. non, Tu prends ta voiture, tu prends ton matériel, tu poses un trépied à un endroit, toc, 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 et il va faire les photos et tu restes dans ta voiture pendant ce temps-là. Si tu es dans une zone vraiment dangereuse, bon, à La Réunion, j'ai aucune crainte à aller en montagne comme ça. je te repose la question parce que c'est même Oui, arrivé chez un copain, il a carrément l'arbre à 15 mètres. J'ai la vidéo, je l'ai publiée. À ouais, 15 mètres devant lui, l'arbre, il a vraiment disjoncté. ah ouais, Quelle est la forme de protection quand un éclair te pète sur la gueule et descend, justement? oui. Comment on se protège de ça? Parce que moi, là, je suis dans un voilier, j'ai un putain de mât qui fait 15 mètres de haut, là, toi, en métal. Ah bah là, là, au niveau voilier, je sais pas du tout s'il y a des dispositifs qui existent ou J'ai pas. des arbres autour de moi. Est-ce que les arbres servent de paratonnerre? Ils sont plus hauts. En principe, oui, si tu te mets pas dessous, oui. Partiellement. Après, si tu as besoin de mettre un vrai paratonnerre sur ta maison, tu peux le faire, hein. C'est pas cher, hein, ça. J'ai pris il y a un mois un Ouais, éclair. Ça m'a pété sur la gueule. J'étais sur le kayak sur la rivière. Je te jure, j'ai cru que je... ouais, ouais. Il m'a pété sur la gueule. Plus haut, mais il m'a pété Ah sur la ouais. gueule. Et je me suis dit, mais putain, mais comment on fait, quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Faut pas être là, en fait. La seule solution, c'est de pas être là où je suis Ah, entouré d'arbres, mais après, tu as les modèles météo qui te. Ah, je sais pas s'il y a des radars au Panama. bien À La sûr, des Réunion, radars. Panama. à La Réunion, tu as les radars et tout. Donc, tu Ouais. suis vraiment, tu sais exactement où c'est, quand ça arrive. Tu t'es tranquille, quoi. Attends, tu Même m'intéresses. Tu es en train de au me dire Vietnam aussi. tu peux avoir un système de radar qui traque si c'est dangereux Ah ou bah, pas les orages. tu vois les cellules orageuses, ouais, en temps réel. Ah oui, oui, oui. Ça, t'as le site Météologix, tu regardes Météologix Panama, t'as des cartes d'éclairs en temps réel, donc tu les vois arriver, hein. C'est partout. Celui-là, il est mondial. Même si tu es, je sais pas, au Tchad, aller dans un pays où il y a totalement désorganisé, où il y a strictement rien, même au Tchad, tu as ce truc qui fonctionne. Et imaginons que tu es dans ta maison, là, dans Donc, ce c'est merdier pas où un je suis. radar, là, d'ailleurs, c'est le radar, il te donne les cartes de pluie. Là, c'est des dispositifs satellites, en fait. C'est... Donc, je te pose la question très concrète, parce Ouais, que là, pour le coup, je connais vraiment rien. Tu es dans ta ouais. baraque, c'est en train de t'en Hmm. prendre plein ta gueule au-dessus, ça pète dans tous les sens. Oui, Qu'est-ce qu'il faut? Tu fais un paratonnerre, deux paratonnerres, oui, t'en mets oui. partout Tu mets un paratonnerre, normalement, ça suffit, hein. C'est pas... et tu dérives. ça Oui. Moi, une autre question, parce que tu sais que c'est très à la mode, les mecs dans les bunkers s'enterrent Hmm. pour des raisons X et Y, guerre nucléaire, Oui, croyance dans un cataclysme oui, mondial, de phénomènes naturels, etc., etc. Mais c'est quand même très populaire aujourd'hui. Et donc, il y a oui. pas mal de mecs qui sont enterrés sous terre. Quand la foudre frappe, ça descend, il se passe quoi? Ça se barre tu le prends dans ta gueule même sous terre ou pas? Alors là, Ah, je pense que ça doit vraiment se dissiper, non? Il
Il y a des Quand tu as les pieds au sol, ils disent qu'il y a, je connais, alors, sous terre, j'ai pas, je sais pas. Au sol, tu as un effet sol qui existe, c'est-à-dire si tu as un éclair qui tombe à 6 mètres de toi, par exemple, tu peux encore avoir du courant qui circule vers toi avec l'effet sol. 6 mètres. Ouais, à peu près. Enfin, 6 C'est-à-dire que mètres, 6 mètres. Bon, mon pote si qui tu es a filmé, qui a pris à son. 20 à 25 mètres, normalement, c'est bon, t'as pas de danger, quoi. Il faut vraiment que ça te pète sur ta gueule, mais Ouais, vraiment ouais, au ouais. mètre près, quoi. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que Faut ça pète vraiment très, très. qu'au-dessus, ils aient essayé de te Ouais. terminer. Ils en ont marre de tes Oui, conneries. c'est ça. Tu fais chier Et tout même, le alors, monde. attends, même quand ça te pète dessus, ça fait 20% de mortalité. Donc tu peux survivre, hein. Ça, j'ai vu. Voilà. C'est-à-dire que quand tu meurs parce que ton cœur s'arrête et il redémarre pas. Oui, notamment, c'est ça. Donc il y a un taux de survie quand même important à ces phénomènes-là. Alors, taux de survie sans dommage, ça doit être moins élevé. Il y a le Après, taux de survie t'es avec comme ça. ça. Tu fais la bourse comme ça. Après, il est temps de faire un enfant, tu sais, de te Non, ben, reproduire, quoi. Comme ils font en France, tu sais, ils prennent tous les goyots, ils les reproduisent. Tiens, vas-y, voilà des ressources, reproduis-toi. Comme ça, tu voteras à gauche. C'est bien, mon petit. Ah, c'est rude, ça, hein. Ça pique, hein. voilà. À gauche, en principe, ils sont décroissants, donc ça va, ils font pas d'enfants. Bon, bref. Non, je voulais me documenter parce que je me suis fait peur Ouais, encore il y a un mois. J'ai vraiment flippé. Je me ouais, suis pris un, franchement, je me mm, suis dit, il était ouais, vraiment. C'est puissant. Quand ouais, ça te ouais, ouais, pète au-dessus de on ta doute. Ouais, gueule, tu te dis ouais, vraiment, putain, je suis rien du tout. Je suis une crotte, quoi. ouais, Je suis une crotte de ouais. caniche et rien de plus, quoi. En fait, tu te Après, dis, les mecs sur les au-dessus. voiliers, faudrait que je fasse des recherches. Je me suis jamais posé la question. Alors ça, j'avoue, comment on se Ah, ça, protège vous des voyez, tu crames ouragans. l'électronique. Ce bateau-là, a priori, il a pris 2 fois Oui, déjà la foudre. Parce qu'il d'accord. y a un double équipement, donc le mec ont dû changer, c'est Oui, un peu le bordel. mm. Mais là où j'ai vraiment eu peur, c'est que j'étais sur le kayak, en fait. J'étais en train de rentrer, ça m'a Ah pété oui, sur oui. la gueule, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment peur, Loïc. Mm. Peur, mais une Ouais, peur primale. En fait, je me suis arrêté, j'ai éclaté de rire, parce que c'est ça passe ou ça casse. Donc quand ça te pète au-dessus, voilà, t'as rien, t'éclates de rire, parce que ouais. tu te dis, t'en arrives Ouais, au point ça. extrême, en fait, ça t'emmène à l'extrême de la vie. Ça m'est arrivé au Vietnam une fois, ça, effectivement, pareil. C'est tombé vraiment très près. J'étais en train de faire des photos sur le toit de la maison de mon épouse. En plus, au Vietnam, c'est super parce qu'elle a une grande maison. Alors, il y a 2 étages et au-dessus du deuxième étage, il y a encore un toit terrasse. Donc, il y a vraiment, t'as un point de vue panoramique de là-haut qui est top. Et donc, j'étais là-haut et à un moment, j'ai eu les cheveux qui sont dressés sur la tête avec l'électricité. Ça fait boum à 50 mètres. Bon, là, je me suis dit, ouais, là, faut faut peut-être respecter le Vietnam. C'est pas la Réunion. On va se calmer un peu là. Là, je suis rentré vite fait, hein. Je peux te dire, j'ai pas demandé mon reste. Ouais. Ah non, Là, c'est une force phénoménale. ouais, ouais. Moi, c'est la seule force que je connaisse dans ma vie. Après, Ouais. j'imagine quand tu es sur un théâtre guerrier et que tu as une bombe qui explose, Ah c'est pas oui, pareil. ouais, Ça force l'humilité, parce que tu ouais, vois ça, tu ouais. dis. Mhm. Ouais, c'est sûr. Bref, écoute, c'était une petite digression. Oui, voilà. Bon, je te donne rendez-vous. On va faire une vidéo, si tu es dispo, sous moins d'une semaine. Oui. On va faire une démonstration de ce que c'est que la gestion value. Parce que, encore une fois, la Mhm. dernière fois, j'ai vraiment compris son intérêt, sa décorrélation. Ça m'a fasciné, en fait. Notre conversation Oui. privée, c'est pour ça que là, je maintiens public. Parce que des fois, on discute et puis il n'y a rien qui Mhm. sort. Et des fois, ça sort et voilà. La dernière fois, c'était dommage qu'on n'ait pas filmé pour partager ça. Mais vraiment, je suis un obsédé de la diversification et du bêta, parce que quand tu vends des options, tu es sensibilisé au risque en fait. J'avais discuté notamment avec Mickaël et puis Ouais. Rosé qui vendent des options. Tous les gens qui vendent des options sont des gens passionnants parce qu'ils réfléchissent à comment se faire baiser par rapport au risque. Et ils réfléchissent très loin parce que tu vois plein de cas de figure où tu te fais baiser en permanence. Et donc, les études, la finance étant mondialisée, notre conversation de la dernière fois, c'est la plus grosse décorrélation que j'ai jamais vue des 15 dernières années. Mhm. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que si tu regardes récemment, tu sais, quand ils ont fait sauter, quand la Banque du Japon a monté ses taux de 0,10, ce qui est ridicule, Oui.
Mhm. Ça a foutu en l'air le carry trade et ça a déstabilisé toute la finance mondiale. Oui. Bah, tu me croiras si tu veux, mais tout ce que j'avais prévu pendant des années, Ouais. tout ce que j'avais prévu pour décorréler, gérer ton risque, tout ça, pour être Ouais. le king de la salle, et ben au moment où ils ont fait ça, dans mon cul. T'as tout qu'à bouger de manière synchrone, tout le dollar, le Ouais. gold, le BTC, le machin, mes couilles, tout était corrélé. T'as touché à 0,10. C'est vraiment la théorie du battement d'aile de papillon dans le Pacifique qui te fout en l'air Ouais. un autre truc à l'autre bout de la planète. C'était vraiment ça, 0,10, c'est un battement de papillon dans l'univers obligataire. Ça a baisé tous les actifs. Je sais pas comment tu l'as vécu, d'ailleurs, ça m'intéresse. La prochaine fois, on Ouais, exposera, on ouais, fera sur l'expérience. la volatilité, c'est un sujet que j'ai jamais cherché à réfléchir tellement spécifiquement là-dessus. Ça m'a jamais préoccupé plus que ça. C'est assez bizarre. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes. Et puis finalement, je me rends compte que sur les 20 ans de carrière, enfin plus de 20 ans, 25 ans de carrière d'investisseur en bourse que j'ai jamais eu trop de volatilité, quoi. Je sais Oui. pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer, mais euh, voilà, ça c'est resté tout le temps relativement raisonnable, on va dire, allez, 15%, 20, ouais, une quinzaine de pourcents, 15, pas plus, quoi. C'était ma découverte de notre conversation off-record la Ouais, dernière fois. ouais, C'est ouais. ça que j'ai compris. C'est pour la première fois, ça fait 20 ans qu'on se parle. La gestion value m'a jamais attiré. J'ai toujours été attiré par le momentum, l'accélération du momentum. C'est la Mhm. première fois que j'ai compris parce que l'accélération du momentum a une faille. Et la Oui. réponse à cette faille que je cherche depuis des années, c'est ce que tu fais. Ça fait 20 ans que je travaille avec toi et ça fait 20 ans que j'ai la solution sous le pif. J'ai cherché partout sans jamais venir te voir. Et la dernière, tu m'as pété le cerveau à la fin. Je me suis dit, mais putain, mais Ouais. Charles, bordel, tu me produis depuis 20 ans, tu as cherché partout sauf dans cette putain de value. C'est la Ouais. réponse. La réponse à toutes les formes de Ouais. stratégie, elles sont toutes corrélées Ouais. sauf la value. Et il y a un autre truc aussi qu'il faut explorer, que tu as exploré mieux que moi, c'est le cyclical sur les industriels, la Oui. relance des cycles en Mm. fait. Où ça, c'est encore décorrélé de la value et du momentum. Oh, mais je pense que voilà, je dois avoir quand même une forme de gestion intuitive de la volatilité parce que je diversifie quand même les stratégies. Je vais pas tout mettre. Moi, j'ai pas que des pétrolières en portefeuille. Donc, mais je le fais pas vraiment de façon voilà, structurée. Voilà, l'approche intuitive, ça doit suffire, je pense, puisque Parce jusque que la là, value est pas. il y a Toi, peut-être moins de ton volatilité. job quand Ouais. on réfléchit, c'est juste d'essayer d'éviter les value traps, c'est-à-dire les boîtes qui vont réellement mal et qui cachent. Et puis après, quand Oui. c'est révélé, ça va de plus en plus mal et tu pars Ah, avec. des fois, C'est je ça m'en ton job. prends une, hein, ça arrive, hein, Ouais. c'est pas, ça c'est sûr, Ton job, hein. c'est d'équilibrer assez de winners à côté pour Oui, financer la boîte qui va te baiser. ouais, ouais, C'est c'est ça ça. ton job, t'en as pas d'autre. Ouais, ouais. Alors dans le momentum, tu le sens, tu le perçois, tu es à la ligne rouge Mhm. en permanence, Ouais. et donc tu peux le prendre dans ta gueule assez rapidement. Et deuxièmement, tu es totalement tributaire et dépendant de la capacité à créer de la valeur de l'économie mondiale. Mhm. Et quand t'as les putains de JAPS qui font n'importe quoi, ou les putains de médecins qui t'inventent une maladie à la con, ou je sais pas Ouais, quoi, ou LTCM qui saute en 1998 ouais. parce que t'as deux prix Nobel qui ont été Mhm. chercher la dette russe et à faire n'importe quoi dessus, euh, bah, ton effet momentum, il le prend dans la gueule. Alors que la gestion value, quelque part, non. Ouais, elle le prend un petit peu, mais nettement moins, c'est vrai, Et ça. c'est ce que j'ai compris. Ouais. Et c'est pour Mhm. ça que tous les gens qui nous regardent, ce club des investisseurs, c'est ça sa valeur en fait, réelle. Ouais. C'est que c'est vraiment un outil, un vrai outil de diversification. Et je parle en connaissance de cause parce que c'est vraiment vrai. Ouais. C'est de la vraie décorrélation par rapport à la volatilité conjoncturelle, la dinguerie humaine qui est en permanence présente sur Terre. La value, c'est pour ça que tu es peinard, c'est pour ça que tu es tranquille. Moi, honnêtement, je vais démarrer pour notre prochaine interview et je vais me mettre à faire de la value Mhm. en Ouais. diversification. Ouais. Bah oui, Pour que j'y vienne, mon gars, ok. alors là, il y a des gens. Pour que moi j'y Révolution. vienne, c'est que Ouais. vraiment, je sais que tu tiens un truc. Mhm. Mais ton truc, il est mondial. Avant, le truc Oui, européen, ça me cassait les burnes, la zone euro, les pays ouais. Europe. Mais là, avec ton truc mondial, voilà.
T'es Mm. un bon vin, t'es grand cru classé C'est- et qui a atteint son mm. niveau de, tu sais, de maturation. Ouais. Avec ta diversification Ouais. mondiale, là, on tient Ouais. vraiment le truc. On Oui, tient oui, oui, c'est l'avantage sûr. du value Mm. sans les Ouais. inconvénients, en fait. Ouais. Parce que le vivier, il est Oui, suffisamment beaucoup plus grand. Ouais. réparti. Ouais. C'est C'est le ça. ticket gagnant. Il faut avoir un grand vivier en value, Ouais. ça c'est important. Ça c'est clair. Parce que la Pologne, elle fait pas pareil, qu'elle n'est pas du tout dans les mêmes cycles économiques Oui. voilà, que l'Australie, que je sais Mm. pas, que le Japon, que machin. Et donc là, on a vraiment la vraie décorrélation que je Ouais. rêve et que j'avais sous le pif et que j'avais pas compris Mm. avant. Voilà. Donc là, on se donne rendez-vous et je vais devenir un Ouais. étudiant de la value et on va faire des exercices pratiques. Je suis Ok. sûr qu'il y a plein de gens qui vont, Voilà. qui vont On kiffer. on fait tourner des screeners, on Ouais, regarde. ouais, ouais. Ah, ok. Ouais, D'accord. ouais. Donc le stock, j'ai pris l'abonnement en Ouais. plus. Ah bah super. Ouais. Ouais. À bientôt. À bientôt, Charles. Salut. Ciao, ciao. Remets-toi bien. Ciao. Ouais, merci.